Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle série de cours. Je salue au passage aussi ceux qui nous écoutent en ligne, en différé, sur YouTube. Donc, le cours de cette année continue le parcours sur la question de l'information biologique. Et cette année, j'aimerais la traiter sous l'angle non pas tant de la communication, comme on l'avait dit l'an dernier, je vais rappeler les points importants l'an dernier, mais sous celui de l'angle computationnel, c'est-à-dire dans quelle mesure peut-on dire qu'un système biologique, une cellule comme une bactérie ou un embryon, comme on le voit représenté ici, effectue non pas simplement des opérations mécaniques symbolisées par ces engrenages ou des opérations chimiques, comme on l'apprend tant et comme le XXe siècle l'a caractérisé, la chimie du vivant, mais sous l'angle des opérations logiques, caractérisées donc par ces opérations computationnelles. Et donc j'aimerais commencer par ce constat qui sont peut-être parmi les plus importantes caractéristiques du vivant, qui sont d'un côté son organisation et de l'autre sa dynamique. Donc l'organisation du vivant est évidente à toute personne qui commence à percer un peu les mystères du vivant, en regardant par exemple le fonctionnement d'une bactérie. Là j'ai choisi un embryon, mais on aurait pu tout à fait choisir une cellule individuelle, un neurone, une bactérie. Et on verra dans le cours d'aujourd'hui et ceux qui suivront cette année la multiplicité des exemples que j'ai choisis qui illustrent en fait que le programme ou le regard que je souhaite partager avec vous sur le vivant du point de vue de l'information et en particulier des aspects computationnels est à vrai dire extrêmement général et va bien au-delà des limites de la question du développement. Parce que l'organisation est une propriété extrêmement générale du vivant qui est comme l'envers des fonctions qui sont attribuées à ces systèmes vivants ou que l'évolution a façonnées. Et d'un autre côté, cette dynamique interne dans une chaire qui s'appelle dynamique du vivant, j'ai voulu par là insister sur le fait que, à la différence des structures des bâtiments, le vivant, de l'intérieur, est animé par une dynamique permanente. Et à propos de cette organisation et de cette dynamique, qui sont deux propriétés universelles du vivant, j'aimerais commencer par parler de flux. Le premier flux, c'est celui qu'a caractérisé Claude Bernard au XIXe siècle dans ce texte 1875, un petit article, Définition de la vie, que nous allons lire ensemble. Un courant de matière traverse continuellement l'organisme et le renouvelle dans sa substance en le maintenant dans sa forme. Ce mouvement qu'on appelait le tourbillon vital est la condition et la cause immédiate de toutes les autres manifestations vitales. L'universalité d'un tel phénomène, la constance qu'il présente, sa nécessité en font le caractère fondamental de l'être vivant, le signe plus général de la vie. Il faisait évidemment référence au fait que, en entrée par la nutrition et en sortie par l'excrétion de toutes les autres formes, il y a effectivement un flux de matière de l'intérieur de l'organisme. On commençait à connaître de fait toutes les opérations métaboliques à l'intérieur des cellules dans un organisme. Mais à partir de ce flux de matière bien connu, j'aimerais parler de deux autres flux qui me semblent aussi importants et qui sont en relation directe avec la question de l'organisation et de la dynamique. Ces deux flux sont d'un flux d'énergie. On sait que les systèmes vivants sont des systèmes hors d'équilibre et dont la dynamique est donc singulière de ce point de vue-là et qui vient en fait de leur caractère dissipatif en interaction avec l'environnement duquel ils retirent une source d'énergie qu'ils transforment de l'intérieur avant de la dissiper vers l'extérieur. Mais également un flux d'information qui, pour moi, est la raison fondamentale d'invoquer, lorsque l'on veut parler d'organisation, qui est cette propriété que je rappelais en ouverture. Donc s'il y a bien une motivation importante pour parler d'information, c'est bien pour le voir du point de vue de flux, d'une dynamique de sa propre information, en regard et comme modèle explicatif de son organisation. À vrai dire, c'est quelque chose que de nombreux scientifiques ont pu souligner, mais pas forcément les biologistes. Les biologistes, souvent, comme je l'avais rappelé l'an dernier dans mon cours d'introduction, parlent d'informations au titre de l'ADN, du génome, les neuroscientifiques au titre de ce qui se passe dans les neurones et dans le cerveau. Mais l'information est un concept beaucoup plus large, comme on a commencé à le voir l'an dernier. Et ceux qui parfois parlent d'information sont des gens comme Eric Winfrey à Caltech, qui est informaticien et qui s'intéresse à des questions biologiques et qui a introduit l'un de ces articles dont on parlera plus tard. The power and the mystery of life is entangled within the information processing at the heart of all cellular machinery. C'est la première phrase d'un article publié dans Science. Il faut oser dire des choses pareilles, mais je pense que ça introduit de façon magistrale ce que j'essaye de partager avec vous depuis l'an dernier et que l'on va continuer à faire cette année. Ou alors un article plus ancien, non pas d'un informaticien, cette fois-ci, mais d'un mathématicien, du célèbre René Thom. On reparlera de la théorie des catastrophes dans le cours numéro 4. Le problème de la morphogénèse, donc là il parle non pas d'information en tant que telle, mais d'organisation, mon sujet, la morphogénèse. Le problème de la morphogénèse, broadly understood as the origin and evolution of biological structures,
is one of the outstanding questions in present-day biology. Il écrit cela en 1969, mais aujourd'hui, en 2025, je considère que c'est toujours une question aussi valide. On pourrait écrire la même chose à l'ouverture d'un article. Et aussi, c'était aussi l'introduction de cet article Topological Models in Biology. Donc c'est intéressant à certains égards qu'informaticiens et mathématiciens puissent écrire des choses aussi audacieuses. Et l'on verra dans mes cours cette année plus explicitement encore que l'an dernier combien la source d'inspiration pour certains travaux théoriques ne vient pas de physiciens de bonne école, mais plutôt de mathématiciens et d'informaticiens qui sont intéressés à la question de la biologie. Donc l'angle de l'information est un angle qui, à mon avis, doit être partagé par tous. Je suis biologiste de formation et je rencontre autour de moi de nombreuses personnes venant de différents angles qui s'intéressent à la question de l'information. Alors j'aimerais d'abord faire, pour que toutes les choses soient bien au clair, rappeler finalement quel était le sujet du traitement de l'information l'an dernier dans mon cours. À vrai dire, bien qu'on ait parlé d'information, on a aussi beaucoup parlé de communication, en s'appuyant sur la théorie de la communication de Shannon, de Claude Shannon, qui offre une vision bien singulière de l'information, en ce sens qu'elle néglige complètement tout contenu sémantique à l'information. Ce qui est transmis importe peu. Ce qui est intéressant, c'est une approche mathématique, probabiliste ou statistique de la communication d'une information, modélisée sous la forme d'un input qui est encodé, d'un output qui est décodé et d'un canal de transmission bruité. Et ce que Shannon a construit, c'est des outils mathématiques qui permettent d'une part de caractériser cette information sous forme d'entropie, dans lesquels ce qui compte, c'est en fait le degré de surprise par rapport à un ensemble de probables d'événements qu'un receveur d'un signal pourra reconstruire. Et le point important, c'est notamment le concept d'information mutuelle qui permet de voir les corrélations non linéaires statistiques entre les inputs et les outputs, et à partir de là, de comprendre ce qui se passe dans un canal de communication. On a vu comment en biologie, eh bien, beaucoup de systèmes, que ce soit la transduction du signal, comment le patterning se développe dans l'embryon, par exemple, relèvent de ce genre de schématisme dans lequel on a un input, un output et un canal de communication qui est une boîte noire plus ou moins élaborée. Alors, on a vu en particulier comment, effectivement, la transduction du signal ou le patterning embryonnaire, en fait, permet de caractériser ce que j'ai appelé l'encodage ou le décodage de l'espace d'un côté et du temps par ailleurs. Alors, comme je l'ai dit, le problème de cette approche, comme même elle s'est montrée très féconde, c'est qu'elle oublie complètement le contenu sémantique de l'information biologique. Qu'est-ce que cette biochimie qu'il y a dans toutes les cellules et dans les organismes, la mécanique ou même la géométrie, dont on a vu, et c'était un autre aspect du cours l'an dernier, c'était d'introduire d'autres formes d'information que la chimie, que sont d'un côté la mécanique, et ce que j'ai appelé dans un de mes cours, le 5e cours, l'information structurelle ou géométrique de façon plus générale. J'y reviendrai la semaine prochaine dans le prochain cours. Et puis enfin, on avait commencé à aborder la question de l'apprentissage et de la mémoire, sur lesquelles je reviendrai sous un angle différent à la fin de ce cours. Donc finalement, le trait saillant de l'information abordée l'an dernier, c'était celui de la communication, s'appuyant sur la théorie de l'information de Shannon et qui permettait d'expliquer déjà une diversité de systèmes biologiques qui relèvent de ce genre de schématisme. Mais l'angle mort de cette approche, c'était justement le fait que l'information en tant que telle, ce qu'elle signifie, n'était pas une question, n'était pas un sujet. Or, évidemment, c'est une véritable question, un sujet, et ça va être l'angle de ce cours cette année. Nous allons précisément aborder ce qui était l'angle mort du cours de l'an dernier. Alors j'aimerais donc par là justifier au moins deux types de questions qui justifient donc une nouvelle approche de l'information. La première, c'est de s'intéresser à ce que j'appelle meaningfulness, ce qui fait sens pour un système biologique, le sens de l'information. Pourquoi tel ou tel système moléculaire dans une cellule, tel ou tel processus mécanique. Alors on a vu bien sûr que les processus chimiques, les processus mécaniques, par leurs intrications, leurs interactions, et tous mes cours depuis maintenant 7 ans ont illustré comment, par une approche bottom-up, notamment d'auto-organisation, on peut expliquer des structures complexes et leur dynamique sur le plan de l'interaction entre processus chimiques et processus mécaniques. Mais du point de vue de l'information et du sens, ce que je voudrais souligner, c'est que les molécules, c'est que l'information n'est pas un concept absolu, c'est un concept qui dépend du contexte. Une molécule va avoir tel ou tel sens pour un système dans un certain contexte qui va pouvoir, par exemple, le décoder ou l'interpréter. Donc, ce qui est important, c'est donc de souligner déjà ce caractère contextuel de l'information du point de vue de son sens. Et quand je parle de sens, évidemment, ce qu'on a en arrière-fond,
c'est la question de la fonction de ces systèmes biologiques. Les systèmes biologiques sont bien sûr complètement gouvernés par des processus physiques, mais ils ont ceci de singulier par rapport à une pierre ou la Lune, c'est qu'ils ont une fonction, et que l'évolution, en fait, est le processus qui a façonné ces fonctions selon les règles de la physique et de la chimie. Donc l'information a un sens, et cette vision de l'information est tout à fait orthogonale à l'approche que Shannon a voulu apporter. Et donc, cette année, on va s'intéresser on va voir en arrière-fond la question de la fonction des systèmes, de leur sens, non pas dans un sens nécessairement absolu, mais dans un sens contextuel. Par exemple, pour une bactérie, on y reviendra aujourd'hui, détecter du glucose. Le glucose a un sens particulier pour la bactérie, non pas qu'il y ait quelque chose de fondamental dans le glucose. Il se trouve que l'évolution a fait que c'est l'une des sources principales de l'énergie qui permet sa survie. Voilà. Mais l'autre angle est peut-être le plus important, mais en tout cas très connecté, bien que distinct, c'est celui de la logique des systèmes vivants. Et là, c'est vraiment le point principal sur lequel j'aimerais appuyer mon cours aujourd'hui et que l'on verra déployer, illustré, approfondi dans les cours suivants. Dans quelle mesure peut-on dire qu'un système vivant calcule, ou compute, si on permet cet anglicisme? Bien, ici, on va utiliser évidemment la métaphore de la machine, et plus précisément de la machine computationnelle. C'est bien sûr une métaphore, et ces métaphores sont bien sûr des caricatures des systèmes vivants, mais ce sont des caricatures utiles. On en utilise tout le temps en biologie, le concept de morphogène, etc., ou de la machine mécanique, du reste, pour parler de la mécanique du vivant. Ces métaphores sont utiles, mais j'aimerais, pour ne plus avoir à en reparler, mais je les ai tout à fait à l'esprit, c'est le fait que cette métaphore de la machine a évidemment ses limites, en tout cas dans la conception habituelle de la machine, parce que, par exemple, dans une machine est tout à fait encodée pour répondre à un nombre fini, bien établi, de signaux extérieurs, alors que les organismes vivants, ce n'est pas comme ça que ça se produit. Si ce sont des machines, ce sont des machines qui sont capables de s'adapter à des environnements qu'elles n'auraient même jamais vus. Par exemple, nous n'avons jamais fait face au SARS-CoV-2 jusqu'à ce qu'il arrive. Il avait donc fallu s'adapter. Donc il y a des propriétés du vivant, notamment sous l'angle de son adaptation, de sa capacité d'adaptation, qui en feraient une machine tout à fait différente des machines que nous construisons. La deuxième, c'est que les réponses ne sont pas invariantes comme codifiées comme dans une machine, mais elles dépendent du contexte. On pourrait construire des machines qui sont contexte dépendantes, c'est déjà un peu plus élaboré, mais peut-être de façon plus fondamentale, ce sont des machines qui sont robustes. Si elles sont des machines, elles sont robustes aux perturbations, alors que toutes les machines, les ordinateurs comme les machines mécaniques, sont même construites intelligemment, ont un degré de fragilité qui fait que si on enlève par exemple un chip sur un ordinateur ou qu'on introduit au hasard une mutation dans une ligne de code, eh bien, on va avoir un arrêt de la machine, alors que si l'on introduit des mutations dans le génome d'un organisme, très très peu vont avoir un effet visible. Donc on voit bien donc, une différence assez fondamentale. Alors ces réserves exposées d'emblée, j'aimerais néanmoins utiliser la métaphore de la machine, et notamment de la machine computationnelle, parce qu'elle va nous être très utile. Donc pour résumer dans cette introduction, je voudrais souligner que l'angle mort laissé par l'approche de la formation l'an dernier, et que l'on va étudier cette année, c'est donc celui du sens, de la signification du contenu sémantique de l'information et de la logique propre à ces systèmes. Finalement, on va répondre à la question quel est alors j'utilise même le mot de purpose, quel est le but? Il ne s'agit pas d'un but comme nous pourrons l'appeler pour nous par anthropomorphisme, mais de quelque chose comme inscrit dans la structure d'une cellule, d'une bactérie ou d'un neurone, en raison même des processus d'évolution. Une bactérie, qu'elle le veuille ou non, elle est comme naturellement encline à remonter un gradient de glucose. C'est une finalité qui est inscrite dans sa structure en raison de l'évolution. Et quelles sont les règles logiques, la logique de ces systèmes? Voilà, donc on va parler de processing d'information, de calcul sur l'information. Et quand on dit cela, on entend par là qu'il va y avoir une manipulation de représentations symboliques en suivant des règles formelles bien établies pour un but fonctionnel particulier. Voilà, j'insiste sur cette phrase, une modification de représentation symbolique selon des règles précises, logiques, et en vue d'un but fonctionnel particulier. On voit dans cette phrase les deux questions du purpose, de la fonction, ainsi que la question, ou du sens, et ainsi que la question de la logique. Voilà, donc comme on va le voir aujourd'hui, j'insiste beaucoup sur cet aspect de logique, parce qu'à mon avis, il est trop souvent ou ignoré, ou alors pas assez mis en avant, au regard de la complexité du vivant. Alors, une fois ayant dit ça,
j'aimerais juste apporter aussi un angle différent, mais qui est très connecté à celui-ci, qui est défendu par John Hopfield dans cet article que je recommande à votre lecture dans le Journal of Theoretical Biology. Je n'ai pas la date, mais c'est dans les années 60, si je me souviens bien, ou non, plutôt 80 en réalité. On voit, donc c'est un article sur justement Physics, Computation and Why Biology Looks So Different. Alors bien sûr, il est connu pour ses travaux sur les neurosciences, les réseaux de neurones, mais c'est quelque chose qui a une visée beaucoup plus large. Much of the history of evolution can be read as the evolution of systems to make environmental measurements, make predictions, and generate appropriate actions. This pattern has the essential aspects of a computational system, where the inputs are from environmental measurements, the outputs are the signals, chemical or electrical, which modulates the behavior, and the computation represents an appropriate generation of outputs in response to environmental signals. Le point important ici, c'est la question de la prédiction, qui est comme encodée, la capacité de prédiction, qui est comme inscrite dans la structure des systèmes vivants. Alors évidemment, dans le cas du comportement de systèmes sensoriels, mais comme j'essaierai de le défendre dans le dernier cours, même à certains égards, dans un système développemental où apprentissage est un concept qui peut se défendre, et la capacité de prédire l'évolution d'un système. Au sens où, puisque l'on dira que le système n'est pas comme préparé à tous les signaux possibles qui peuvent exister, il y a comme une capacité d'anticiper des évolutions, parce que la nature de l'environnement est inscrite dans la structure d'une bactérie. Par exemple, une bactérie, pour des raisons liées à l'entraînement que l'évolution a fait, connaît la structure des évolutions, des concentrations de glucose, les gradients qui existent, et donc son comportement, sa motilité, ses capacités de détection du gradient, comme on va voir tout à l'heure, eh bien, portent en elles-mêmes la structure de l'environnement. L'environnement est comme internalisé, et ce qui lui permet de faire des prédictions. Alors pour asseoir la question de la métaphore de la machine, je veux d'abord rappeler, toujours dans mon souci de replacer les choses dans une perspective historique, que ce n'est pas un concept nouveau. Déjà au XVIIe siècle, Descartes avait appuyé le fait que les systèmes vivants sont des structures passives qui fonctionnent comme des machines. Dans les principes de la philosophie, mais il y a plein d'autres citations possibles. Je cite: « Je ne reconnais aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la nature seule compose. Et il est certain que toutes les règles des mécaniques appartiennent à la physique, en sorte que toutes les choses qui sont artificielles sont avec cela naturelles. Car, par exemple, lorsqu'une montre marque les heures par le moyen des roues dont elle est faite, cela ne lui est pas moins naturel qu'il est à un arbre de produire ses fruits. » Et à un autre moment, il peut citer que si l'on pouvait caractériser le fonctionnement d'une semence, une graine, on pourrait prédire l'embryon qui en découlerait. Et puis, quelques années, enfin à peu près à la même époque, Leibniz, une approche tout à fait différente, très appuyée sur la rationalité et les aspects logiques, invente d'abord ce langage formel, la Characteristica Universalis, qui est utilisé comme langage formel de programmation d'une calculus ratiocinator. En voici une réplique plus tard, et donc invente l'idée conçoit l'idée que l'on puisse répondre à des propositions comme vraies ou fausses par une machine qui répondrait, qui est une espèce d'avatar de la Pascaline, évidemment. Et Robert Wiener, en 1948, par exemple, en référence à cela, dira « The history of modern computing machine goes back to Leibniz and Pascal. Indeed, the general idea of a computing machine is nothing but a mechanization of Leibniz calculus ratiocinator. » Donc, cette vision machiniste remonte à loin. L'an dernier, j'avais parlé, et là, je rappelle simplement pour information qu'évidemment, John von Neumann, dans sa théorie des automates cellulaires, et notamment des automates autoréplicatifs, qu'il avait théorisé, conceptualisé dans cet article en 1948, publié en 1951, The General and Logical Theory of Automata est une théorie en fait du fonctionnement de la cellule que les décennies suivantes en chimie du vivant vont révéler comme tout à fait exact comme construction du processus d'autoréplication d'une cellule. Mais on verra plus tard, et donc je rappelle quelques articles ou livres influents qui ont marqué des générations de biologistes. Donc cette métaphore computationnelle, on la voit aussi dans le langage de Dennis Bray, dans un article connu je n'ai plus la date, mais c'est en 1980 ou 90, Protein Molecules as Computational Elements in Living Cells. Ce qu'il souligne dans l'abstract, c'est que d'un côté, on a bien sûr les protéines qui sont structurelles, les protéines qui relèvent du métabolisme, donc de toute l'énergétique de la cellule, mais à côté de cela, on a tout un ensemble de molécules. Évidemment, on n'a
postérité de Jacob et Monod, hein, c'est l'idée qu'il y a des cellules dont la fonction unique est en fait la signalisation et donc la communication ou l'information, et qui font des calculs computationnels. Voilà, donc il cite différents exemples dans cet article, et également un livre qu'il a écrit, Wetware, qui est tout un programme, A Computer in Every Living Cell. Alors c'est une métaphore, évidemment, qui a sa propre caricature, mais qui montre une certaine façon de penser le vivant. Alors, essayons maintenant de définir un peu certains termes qui nous seront utiles. De façon très classique, lorsque l'on parle de communication, notamment pour nous, les humains, on va parler de code, de communication d'information. L'information, elle est déjà encodée sous une forme particulière. Elle est envoyée, elle va être transmise, par exemple via un signal électrique, et elle va être interprétée par un receveur. Alors un code, c'est toujours un intermédiaire entre deux formes d'information qui auront leur propre représentation, et un code transforme une information en une autre. En d'autres termes, on peut dire qu'un code change aussi une représentation en une autre. Et le concept de représentation, on y reviendra plus tard. Alors, on voyait ici en arrière-fond l'illustration du Morse, mais on peut voir bien que ça peut s'utiliser à des choses extrêmement diverses. Ces changements de représentation par des symboles, ou d'une transformation d'un input data en output data, ou de traduction d'un symbole en un autre. On peut le voir par exemple, ici on a le système, donc ici l'alphabet pour nommer les nombres entiers naturels, ou alors les représentations romaines, les représentations décimales ou en nombres binaires, etc. Donc il existe différents types de représentations, et ça ce sera important lorsqu'on parlera des aspects computationnels du vivant. Alors, d'autres représentations de communication, on y reviendra évidemment, c'est ce qui se passe en chimie, hein, où on peut avoir des nucléotides qui est une représentation qui va être transformée en une autre représentation qui vont être, via le codon, des acides aminés. Alors, qu'est-ce qu'une machine computationnelle? Là, je voudrais simplement définir un certain nombre de termes de façon précise. Une machine computationnelle, de façon formelle, on va dire qu'elle transforme une information étape par étape, selon des règles prescrites qui sont précises et non ambiguës. Alors l'aspect de transformation de l'information ou d'un état, elle prend un input, alors une donnée chimique, un symbole, une représentation d'un problème, qui est toujours important de définir, et elle produit un output. Par exemple, calculer la somme d'entiers naturels, trier une liste, ou traiter une image selon des filtres particuliers. Donc ça, c'est une transformation d'une input data en une autre. L'aspect étape par étape, qui est important dans la computation, c'est une séquence discrète d'opérations, et donc les étapes donc, se produisent les unes après les autres, parfois en parallèle en plus. Et puis l'élément le plus important, c'est évidemment le fait que tout cela est formellement défini selon des règles qui ne sont pas ambiguës. Il y a des règles qui prescrivent chaque étape d'une façon tout à fait précise pour que la machine puisse les automatiser. On ne peut pas que la machine soit face à quelque chose qui ne soit pas absolument clair pour elle. Et c'est cet ensemble de règles prédéfinies, non ambiguës, précises, qui permettent ces opérations, est ce qu'on peut appeler donc un algorithme dans une machine ou dans un processus. Voilà, donc ayant bien rappelé ça, on peut tout de suite voir comment le modèle de la machine de Turing, dont j'avais parlé l'an dernier, se prête tout à fait à ce genre de discours. Par exemple, dans la machine de Turing, pour rappel, on a donc une bande infinie avec des symboles quels qu'ils soient, ici binaires, mais qui peuvent être n'importe quel type de symbole. On a une tête de lecture qui peut lire ou écrire, enfin, et les deux, elle peut faire les deux, à vrai dire, l'un après l'autre. Il y a un registre d'état qui définit dans quelle configuration de la machine, parmi l'ensemble des configurations possibles, je suis à l'instant T où la tête de lecture est en train de lire une information sur la bande. Et puis, d'une façon absolument cruciale, c'est la table de transition qui définit les règles selon lesquelles, en fonction d'un signal détecté par la tête sur la bande à l'instant T, je vais savoir quelle opération faire. Et cette table de transition, elle n'est pas sur la bande, elle est extérieure. Dans la machine universelle de Turing, on peut mettre sur la bande des tables de transition d'autres tables qui modélisent d'autres machines, mais la table de transition de cette machine universelle est néanmoins extérieure à la bande. Donc le point important, c'est donc cet aspect de tête de lecture et de règles de transition. Donc ici, on a trois éléments. Les prérequis pour une machine computationnelle, ça va être une représentation de l'information
Dans le cas de la machine de Turing, on va dire sur une bande, mais c'est tout à fait formel comme façon de représenter les choses. C'est une machine théorique ou conceptuelle. Une règle de transformation en fait, d'information qui est sur la tête. On peut lire, on peut écrire, et on peut changer d'état du système selon un algorithme. Si jamais, par exemple, pour reprendre une représentation très formelle, si la tête de lecture est dans l'état X et qu'elle lit le symbole Y, alors, then, elle va écrire le symbole Z et changer d'état W, etc., selon les règles du système. Et donc, troisièmement, c'est ceux qui prescrivent les règles du système, qui sont son unité de contrôle et qui définit les séquences des opérations. Alors, le point important, c'est que cette machine conceptuelle peut s'implémenter de multiples façons. Et on reviendra sur ce point tout à fait important. On peut utiliser des transistors, on peut utiliser des engrenages mécaniques, on peut même utiliser des molécules. Et on verra la chimie. Donc en fait, il y a un caractère universel qui va très très loin lorsqu'on y réfléchit, parce qu'elle n'est pas confinée à un mode d'implémentation unique. Alors j'aimerais commencer par des exemples tout à fait classiques pour après en développer d'autres et définir même un cadre conceptuel différent, bien que hérité de celui-ci. Donc parlons maintenant en se basant sur ce que je viens de dire, de qu'est-ce qui pourrait être une computation en chimie moléculaire du vivant. Donc, ce qui vient évidemment à l'esprit, c'est ce qu'on regroupe sur tout le thème du dogme central de la génétique ou de la biologie moléculaire, dans lequel l'information va être représentée maintenant par des nucléotides ATGC sur l'ADN, mais on aura en arrière-fond d'autres types de représentations chimiques, comme par exemple la concentration de calcium dans un neurone ou dans une cellule, les acides aminés dans une protéine, même l'ensemble du protéome dans une cellule, etc. Donc il y a différentes façons de se représenter chimiquement l'état d'un système. Dans le cas d'un polymère d'ADN, ça va être la séquence des nucléotides. Donc on a, pour exemple, les plus triviaux, les plus fondamentaux, l'ADN, l'ARN, ou la concentration des protéines dans une cellule. Donc on voit ici ces nucléotides que l'on connaît bien. Alors, dans le cas de la réplication de l'ADN, de cette transformation qu'on peut voir comme une mini-opération computationnelle, la bande, ça va être effectivement l'ADN, idem pour la transcription qui va former l'ARN messager, et pour la traduction, maintenant, ça va être l'ARN messager qui va être la bande initiale, cette bande dans la machine de Turing, pour former la protéine. Alors, c'est ce qui, en fait, les règles de transformation maintenant, ce qui se passe au niveau de la tête de lecture, par des machines qui sont des enzymes, c'est ce qui est inscrit dans ce que Francis Crick a écrit en 1970 sur le dogme central, qui définit les règles de transformation, et en particulier, et c'est le point central de ce dogme central, c'est que tout n'est pas réversible, et qu'en particulier, les protéines forment comme une impasse, au sens où l'information afflue vers eux pour les produire, mais que la protéine ne va pas modifier l'ADN, sauf de rares exceptions près d'édition d'ADN, mais donc en général, non. Il y a donc un flux unidirectionnel vers les protéines. Bref, le point important ici, c'est que ces flèches caractérisent ces règles de transformation qui sont les deuxièmes prérequis de la machine computationnelle, telle qu'on vient de le voir. Alors ici, on peut voir un joli film. Alors je ne vais pas le commenter. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller le revoir sur Internet, qui se représente d'une certaine façon presque réaliste ce que seraient ces machines qui peuvent faire de la réplication, de la transcription, etc. Mais les machines qui font ce processing, qui sont comme la tête de lecture, ça serait la DNA polymérase, ou l'ARN polymérase, ou le ribosome, des machines absolument exceptionnelles que l'on voit ici à l'œuvre dans ce film. Alors, important aussi d'avoir quelques visions un peu plus concrètes de ce genre de machines. Pour l'ARN polymérase, par exemple, elle marche globalement à une vitesse de 1 à 1,5 kilobase par minute. Donc c'est un processus extrêmement rapide qui consomme de l'énergie. On voit ici dans une préparation l'ADN, comme ce fil, et ici donc des ARN messagers en train d'être produits, ici les plus récents, et ici les plus anciens, donc les plus longs, qui forment cette structure en arbre de Noël. C'est des images assez magnifiques. On peut donc voir en fait, l'état de la transcription dans une cellule, même ici fixée. On peut voir d'une autre façon dans les structures où maintenant l'ARN messager va être décoré par les ribosomes, qui commencent déjà à produire les chaînes polypeptidiques, alors même que les ARN ne sont pas finis, ce qui montre l'intrication de ces différents processus de lecture et de transformation de l'information. Donc je voulais vous montrer ici donc, le brin d'ADN,
l'ARN qu'on devine décoré surtout visible par les ribosomes qui y sont associés, ou dans cette autre image ici. Alors le processus de traduction est un processus remarquable. J'en avais parlé l'an dernier dans mon cours sur l'encodage. J'en avais parlé beaucoup de code, de questions de code. Ici, c'est pour simplement rappeler, au moins d'une façon picturale, le processus. On a donc un ARN messager, cette structure ribo, à la fois de ribonucléoprotéines, qui sont ces ribosomes qui permettent, par la médiation de ces ARN transferts, de lire un codon et de produire donc la chaîne polypeptidique étape par étape. On peut voir ici donc, ces images où maintenant, on a un ARN messager ici, le ribosome associé, et l'on voit maintenant la chaîne polypeptidique en train de se former ici dans les étapes précoces et ici plus avancées. Donc on peut vraiment visualiser ce qu'on voit dans les livres sous forme de jolis dessins, ça peut se visualiser. Et donc des processus, je vais insister, qui sont rapides, faits par des machines absolument remarquables. Donc la tête de lecture de la machine de Turing, ça existe dans une implémentation moléculaire sous forme de ribosome, d'ARN polymérase, d'ADN polymérase, dans les cas les plus connus de cet traitement de l'information génétique. Donc, voilà, on a donc vu comment on peut utiliser cette définition formelle de la machine computationnelle en s'inspirant de la machine de Turing, et on a vu comment on peut en avoir une représentation assez simple dans le cas de la biologie moléculaire fondamentale que l'on apprend, que tout le monde apprend. Alors, et le troisième point néanmoins important, c'est celui du contrôle. Et j'aimerais donc parler rapidement du contrôle. Alors, d'une façon très rudimentaire, on va dire finalement que ce que la cellule veut savoir, c'est pour telle ou telle bande, donc tel brin d'ADN, quand et pourquoi le transcrire. Et donc, ça va être dépendant du contexte et d'une information qui est représentée sous forme de code de facteurs de transcription qui sont ces protéines qui, en fonction de leur présence ou leur absence, vont dicter si l'ARN polymérase va être ou non stabilisé, recruté, et donc va permettre la transcription de l'ARN messager. Donc là, on accède à un point de contrôle qui dépend d'une autre type d'information en fait, qui s'associe et qui définit, on peut le voir comme l'unité de contrôle de la machine transcriptionnelle. Alors ça, c'est le cas élémentaire, mais dans un contexte plus élaboré, mais on peut en avoir plein d'autres, j'aime citer cet exemple où finalement, les inputs qui vont moduler l'activité de la polymérase qui va se lier ici, c'est toutes des séquences régulatrices où on a représenté en couleur les sites de liaison de facteurs de transcription qui ne sont pas distribués aléatoirement dans un embryon, mais qui sont distribués selon des domaines, ici symbolisés par exemple, enrichis dans cette partie antérieure de l'embryon en rouge. On voit ici les profils de concentration, ou en jaune pour tel autre facteur de transcription. Peu importe leur nom, on a des profils spatiaux de la concentration de ces différentes molécules. Et en tout point, par exemple ici, les cellules vont avoir telle concentration du facteur de transcription vert, jaune et rouge, qu'elle va utiliser comme input, qui va définir les règles de contrôle de la transcription de la tête de lecture. Donc on voit ici dans la métaphore de la machine de Turing, la tête va lire ici en intégrant des signaux. Ça va être comme la table de transition qui va dire si oui ou non le système va pouvoir opérer tel qu'il opère. Alors j'en viens maintenant à une autre façon de se regarder ou de concevoir cette question du traitement de l'information d'un point de vue computationnel et qui va être vraiment à partir de maintenant jusqu'à la fin de ce cours, et même en arrière-fond des autres cours, une façon, à mon avis, extrêmement utile de concevoir ce que c'est que comprendre un système biologique d'une part, et qui a une résonance forte avec cette question des aspects de l'information d'un système biologique. Alors, tout cela est inspiré par les travaux d'un mathématicien qui est devenu spécialiste de neurosciences computationnelles et plus spécifiquement des questions de la vision. Il a écrit un livre en 1982, publié de façon posthume. Il est mort très jeune, en 1980. Mais c'est quelqu'un qui a fortement inspiré, dès la publication de ce livre et toujours aujourd'hui, les neurosciences. Et j'aimerais expliquer pourquoi et en quoi, surtout, ce qu'il a formalisé pour les neurosciences est pour moi comme un guide de travail pour la biologie du développement, comme j'aimerais le proposer, mais plus généralement en biologie. Alors cette approche qu'on peut appeler, donc, s'appelle David Marr. David Marr a défini ce qu'on appelle les 3 niveaux d'analyse d'un système, alors en neurosciences, mais d'un système biologique. Et il définit, alors les termes du coup sont différents de ceux qu'on a computationnels jusqu'à présent, c'était ce qui fait un calcul. Ici, il va définir les 3 niveaux qui sont le niveau computationnel, le niveau algorithmique et le niveau de l'implémentation. Alors, ce qu'il appelle le niveau computationnel,
le computational level, c'est ce qui répond à la question du pourquoi, ou what for, c'est-à-dire quel est l'objectif, quel est le task, quelle est la fonction du système. Qu'est-ce que l'évolution doit trouver comme solution pour un système afin qu'il survive? Alors, c'est une reconstitution a posteriori dans l'évolution, mais tout système a une fonction, comme je l'ai dit plus tôt dans ce cours, et donc il y a un objectif, quelque chose duquel il faut répondre. Et ça, c'est le niveau computationnel. Pour faire court, c'est le niveau de la fonction ou du task. Le deuxième niveau, c'est celui de l'algorithme, qui correspond à la stratégie qu'on va mettre en œuvre. Et le troisième, c'est comment va-t-on s'y prendre? Et donc, c'est le niveau, on va dire, de la biologie et à certains égards de la physique, puisque les systèmes biologiques vivent dans un monde physico-chimique du début à la fin. Alors, j'aimerais maintenant élaborer un tout petit peu et après illustrer ces trois niveaux d'analyse. Donc, le niveau computationnel, qui répond à la question what for ou why, son but est de définir de façon abstraite le problème computationnel à traiter, donc que le système essaye pour lesquels le système essaie de trouver une solution ou a trouvé une solution. Et donc, pour le scientifique, c'est d'identifier déjà de façon le plus rigoureuse possible ce niveau computationnel. Et on va voir des exemples tout à l'heure qui vont vraiment illustrer ce que j'entends par là. Les questions auxquelles il répond, c'est quel est l'objectif, quelle est la tâche, quelle est la fonction, comme je l'ai dit, mais également quelles sont les contraintes imposées au système. Par exemple, une contrainte de vitesse d'exécution de la tâche, une contrainte de consommation énergétique, peut-être dans d'autres circonstances, ou de sensibilité au bruit que l'on veut minimiser dans d'autres cas. Donc ces contraintes, elles vont être associées, elles sont importantes à souligner dès ce stade-là. Et donc le but, c'est bien de rendre compte de la fonction des systèmes biologiques. Comme je le disais en introduction, cette année, nous allons parler à la fois de fonction et de logique. Et donc c'est le niveau du problème lui-même qu'il s'agit d'identifier. Le deuxième niveau, c'est le niveau algorithmique. C'est aussi le niveau de la représentation, plus ou moins adéquate, mais en tout cas importante du système. J'ai parlé tout à l'heure de représentation lorsque j'ai parlé de machines computationnelles. On reparle maintenant de représentation de ce niveau-là. Alors, on va illustrer les choses de façon non biologique pour commencer. Il y a toujours un vaste nombre de représentations. Par exemple, on peut représenter 54 en chiffres décimaux, 5 dizaines, 4 unités, mais en chiffres binaires. Donc, en fonction des puissances de 2, on va avoir une fois 32, une fois 16, une fois 4, une fois 2, et donc on va représenter différemment le chiffre binaire. Autre représentation. On peut avoir des représentations continues, où par exemple toutes les variables physiques que l'on peut mesurer vivent dans un monde de nombres réels continus, ou de variables discrètes, donc qui correspondent en fait au calcul computationnel analogue ou digital. Alors le point important, c'est que l'input et l'output n'ont pas besoin d'être dans le même type de représentation. On peut avoir une représentation qui va être continue, réelle, par exemple la transformation de Fourier. Transformation de Fourier, on va avoir le domaine temporel qui va être en fait une évolution temporelle continue d'un signal, et puis qu'on va avoir en output le domaine des fréquences qui va être discret. Alors le point important, c'est pas simplement celui de la représentation, mais bien celui de information processing, de la stratégie utilisée, qui est donc très concrètement l'algorithme utilisé, ces procédures étape par étape, non ambiguës, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui transforment une représentation d'un input en une autre représentation d'un output. C'est la définition des règles de ce calcul. Alors le point important, c'est qu'il y a une certaine indépendance entre le niveau computationnel, le niveau algorithmique et le niveau de l'implémentation. Et on le verra illustré tout à l'heure. Différents algorithmes peuvent d'abord être utilisés pour une même représentation, le point important, et ça peut dépendre des contraintes que l'on va se donner. Donc il y a différentes solutions au problème, finalement. Et le point aussi, c'est que l'algorithme n'est pas complètement insensible au type d'implémentation auquel il est confronté. Dans une cellule, on va utiliser beaucoup de chimie, beaucoup de variables chimiques. Et donc là, il y a des contraintes. Souvenez-vous, par exemple, que dans les questions d'encodage, dont j'avais parlé l'an dernier, le code vit une espèce de tension entre spécificité et diversité. Et donc, étant donné la physique des interactions moléculaires, cette contrainte-là de trouver un équilibre entre spécificité et diversité oblige à certains types d'algorithmes pour arriver à opérer. Donc, comment les facteurs de transcription vont pouvoir réguler la transcription des gènes. Eh bien, ça dépend de ce type de contrainte, en raison de ce type d'implémentation. Et puis évidemment, le troisième point, c'est celui du niveau de l'implémentation, qui explique comment l'algorithme va être complètement instancié physiquement et comment l'algorithme et ses représentations
sont-elles donc implémentées dans le hardware, comme on pourrait dire. Alors, ici, on va parler donc de neurones, de synapses, mais de façon plus générale, ça peut être des chips sur un autre système, de protéines dans un système vivant. Alors, le point important sur lequel je voudrais insister, c'est l'indépendance entre ces trois niveaux. Et la compréhension d'un système biologique nécessite d'intégrer une compréhension pleine et entière du système du niveau computationnel, du niveau algorithmique et du niveau de son implémentation. Je veux quand même insister de façon importante que, à mon sens, si l'on regarde notamment comment la biologie a évolué ces dernières décennies, elle pourrait certes s'enorgueillir d'avoir tant contribué à la compréhension du vivant. Néanmoins, à certains égards, je trouve que tout un langage, une certaine façon de concevoir le vivant, son refus même, obstiné parfois même, d'accéder ou de comprendre l'approche de la physique, vient du fait qu'elle s'est presque trop confinée au domaine de l'implémentation, certes étant consciente du niveau fonctionnel, du niveau computationnel, mais en refusant presque la possibilité ou peut-être même la nécessité d'accéder au niveau de la logique du système. On va dire, mais quelle est la logique du système? C'est un système historique. On a à l'esprit ce que l'on sait, le tinkering, c'est-à-dire le bricolage moléculaire. Mais finalement, ce que je veux souligner, c'est qu'il faut vraiment s'élever à ce niveau de la logique des systèmes, qui sont que les contraintes logiques de fonctionnement. Il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui ne sont pas possibles. Il y a des contraintes physiques, on l'a souvent vu dans mes cours, notamment pour la nage des animaux, mais il y a des contraintes qui sont logiques, formelles. Et c'est ce niveau-là qui m'intéresse, c'est celui que je partage dans ce premier cours, c'est celui sur lequel je veux tant insister, et c'est ce niveau pour lequel je pense que les mathématiques et l'informatique ont tant à nous apporter. C'est un discours qui est différent de celui des lois de la physique, des lois de la chimie qui opèrent dans le vivant. C'est un niveau complémentaire, un regard non pas orthogonal, mais un regard parallèle qui permet peut-être d'illuminer différemment les processus biologiques. Donc si jamais j'ai choisi aujourd'hui de parler de ces trois niveaux d'analyse, c'est parce que je pense qu'ils sont tous les trois aussi importants, et c'est pour souligner cette couche intermédiaire, le niveau algorithmique, qui est à mon avis celui sur lequel il faut le plus investir. Qu'y a-t-il de commun? Souvent en biologie, et j'insiste, on entend tel biologiste ou on a entendu tel biologiste dire telle molécule est tellement fondamentale parce qu'elle est conservée, et telle autre n'est pas fondamentale parce qu'elle n'est pas conservée. J'ai même entendu cette critique me concernant, valorisant tel travail ou dévalorisant tel autre parce que telle molécule sur laquelle je travaillais était plus ou moins conservée. Mais c'est complètement historique, contingent. Ce qui n'est pas contingent, c'est la logique du système, quelque chose qui est une nécessité, ce monde de la logique formelle dans lequel les systèmes physiques fonctionnent et qui font que pour trouver, par exemple, générer un filtre passe-bande, par exemple, il n'y a pas une infinité de solutions au problème. Donc voilà, j'insiste là-dessus parce que moi-même, j'ai souffert comme biologiste d'un discours qui était beaucoup trop axé sur le niveau de l'implémentation et qui refusait d'accéder à ce niveau formel. Donc, courageusement, j'avais dit, non, il y a une logique dans les systèmes biologiques, on doit y accéder, et c'est ce que je défends, et c'est ce que je propose, et ce que j'aimerais partager avec vous cette année. Je pense que j'étais assez clair. Alors, parlons d'implémentation, pour illustrer mon propos, la question de l'arithmétique est un bel exemple. Alors, vous avez peut-être entendu dans la presse une histoire sur une Pascaline qui a failli quitter la France. Elle ne va pas quitter la France, il y a un arrêté qui a été voté, elle ne va pas quitter la France. Elle est là, elles sont magnifiques, ces machines arithmétiques. On connaît nos petites calculatrices. Ça, c'est celle que j'avais quand j'étais élève, donc je l'ai ressortie parce que j'aimais beaucoup cette machine, cette calculatrice. Je ne sais plus si on l'utilise aujourd'hui. Et j'aimerais parler de quelque chose qui illustre comment, dans le vivant, on peut faire de l'arithmétique. Alors, ça va être une petite parenthèse, à mon avis, pas simplement ludique, qu'elle dit quelque chose de profond sur la thèse que je défends. C'est un travail du laboratoire de Rick Winfrey qui utilise finalement des brins d'ADN pour faire de l'arithmétique. Voilà. Donc c'est une parenthèse qui va nous prendre quelques minutes. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais prendre l'exemple que cite et développe David Marr dans son livre Vision, dont on peut avoir un PDF d'ailleurs en ligne facilement. Je ne sais pas s'il est encore édité, mais c'est la machine cash register, comment on appelle ça? Enfin, bref, la machine qu'on a pour faire ses courses. Donc cette machine, elle fait des opérations arithmétiques élémentaires. Sa théorie, c'est l'addition. Donc, c'est-à-dire commutativité, 5 plus 2 égale 2 plus 5, l'associativité, l'existence de zéro et d'inverse. Et puis, la contrainte, c'est que l'output, c'est la somme des inputs. Ça, c'est donc le niveau computationnel. D'accord? C'est the task, la chose à faire. Comment s'y prendre? Passons au niveau algorithmique, celui de la représentation aussi. Quelle représentation va-t-on choisir? Alors, les nombres à choisir peuvent être représentés déjà en base 10, suivant le type d'opération. Donc, dans une machine à registre, ça va être en base 10.
on va avoir un clavier et l'output va être représenté sous forme de symboles, soit sur une bande en papier, soit sur un écran LCD pour les machines plus récentes également. Ça, c'est pour la représentation. L'algorithme, en fait, ça va être le détail des étapes non ambiguës qui vont spécifier la procédure arithmétique. Par exemple, alors on apprend à l'école comment faire une addition avec le principe de la retenue. Ça, c'est ce que l'on fait avec des nombres les nombres qu'on utilise, hein, mais dans le système décimal. Mais comme une calculatrice va utiliser, ou une cache register va utiliser des nombres binaires, il va y avoir quelque chose d'analogue au principe de la retenue. Hein, c'est Ripple Carry Adder Circuit. En fait, c'est quelque chose de très simple. C'est comme la question de la retenue. Hein, comme 1 plus 1, ça fait 2, et qu'en fait, on n'est qu'en 0 et 1, on va mettre un 0 et 1 à la retenue, et on propage ainsi la retenue de proche en proche. Donc, on peut faire des opérations arithmétiques sous cette représentation-là. Et donc là, on définit cet algorithme de façon précise. Et puis évidemment, le niveau de l'implémentation, là, il y a des cache registers plus ou moins élaborés, peut-être même certaines purement mécaniques, mais en fait, elles sont toutes électroniques, et maintenant, c'est en gros une petite calculatrice ou autre. Donc, on a plein d'implémentations différentes pour les mêmes algorithmes. D'accord ? Et inversement, différents algorithmes peuvent être utilisés pour ces opérations. Alors j'aimerais maintenant passer au niveau de l'arithmétique avec des brins d'ADN, parce que outre que c'est ludique, c'est aussi assez intéressant, ça donne un regard intéressant sur les processus computationnels dans une cellule. Alors en fait ici, le point d'appui de cette approche, d'abord le but ici c'est d'utiliser des brins d'ADN ou un système chimique pour définir des portes logiques capables de faire du calcul computationnel sur des brins d'ADN. Donc, ça va utiliser en fait la pleine connaissance des interactions des paires de bases entre les nucléotides, pour lesquelles on connaît l'énergie d'association de façon tout à fait précise. Et un brin d'ADN simple peut être hybridé ou libre. S'il est non hybridé, il va être un signal. Dès lors qu'il va être apparié, il va être inhibé, donc il ne va plus être un signal. Et donc finalement, un input et un output, ça va être deux brins d'ADN qui vont être libres. Mais il va y avoir tout un calcul computationnel au cours duquel le brin peut s'apparier transitoirement. Alors on voit ici cette représentation. Donc ici on a le monde de la molécule que l'on peut dessiner selon une représentation presque chimique, le brin d'ADN. Puis après on peut définir sa séquence précise d'appariement. Et après on peut en avoir une représentation plus abstraite sous forme de ces brins que l'on voit ici avec l'appariement. On oublie la séquence, mais l'on regarde le principe même de l'appariement. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc l'input c'est un brin libre, il est non apparié. Il peut s'associer à quelque chose d'autre, donc c'est un signal. Dès lors qu'il est apparié, ici, il ne signale plus, mais il fait une opération. Et on va produire après un autre brin en output. Le brin rouge va se dissocier si on additionne les deux. Et à ce moment-là, c'est un nouveau brin libre qui est un output, c'est un signal qui peut servir d'input pour une autre opération en aval. Alors regardons maintenant un point absolument très intéressant, c'est la notion de déplacement de brin, strand displacement. Ce déplacement de brin, c'est ce qui permet cette opération d'un input transformé en output. Il repose sur une structure qui est on peut le voir ici. Donc ici, on a un détail plus important de cette opération symbolisée ici, qui est en fait cette amorce au déplacement de brin, qui est ce petit bout d'ADN, par exemple ici, à l'extrémité de ce brin vert, ici. Quand il va reconnaître ce duplex ici, il va s'apparier qu'en partie, il a une partie qui est libre, mais il va utiliser ça comme un point d'appui. Toehold, c'est un terme d'escalade, hein, une forme d'appui partiel qui lui permet de commencer une hybridation et en fonction des fluctuations, etc., il va y avoir une dissociation transitoire de ce brin-là, association de l'autre, et pour des raisons purement anthropiques, le système va être drivé vers la formation d'un autre duplex ici et la libération de ce brin rouge. Et donc ici, le déplacement du brin, hein, ce qui se passe ici, c'est l'opération qui repose sur la structure de l'input et des processus d'appariement. Alors la cinétique du processus de déplacement de brin, dans des conditions de température et de sel dans le milieu chimique, dépend uniquement en fait de l'énergie d'appariement et donc des séquences des brins. Donc tous ces paramètres cinétiques sont définis. Donc on peut définir la vitesse à laquelle ce processus se produit. Et l'on peut voir ici maintenant comment un input s'associant à ces molécules forme un output en violet qui devient l'input pour une autre réaction. Et donc, par un processus en cascade, on voit un peu comme la transmission d'une information. Et on peut quantifier la vitesse
non pas simplement la vitesse, mais la quantité d'output qui est ici caractérisée par une fluorescence à différents stades du processus en fonction de la concentration de l'input qui est représentée ici comme croissant de bleu vers le rouge. Donc c'est quelque chose de quantitatif. À partir de là, on peut mettre en place des choses très intéressantes comme des portes logiques. Et la première porte logique qui est construite, c'est une porte AND qui considère donc deux inputs, input 1 et input 2. Et dans ce processus d'appariement, la première étape, donc ils peuvent générer en fait toute une série de portes logiques, hein, de logique booléenne. Je représente ici simplement le cas de la porte AND. Alors ici, on voit par exemple la formation d'un input s'associe à cette structure en duplex qui forme une structure intermédiaire qui, moyennant un deuxième input ici, forme une nouvelle structure et libère ce signal qui était masqué au début, hybridé, et qui devient libre. Donc ici, on a deux inputs qui produisent un output. Alors d'après ce schéma d'appariement, on voit que si on n'a que cette structure-là, bon, il n'y a pas de produit. Si on n'a que ce produit-là et cet output, il ne peut rien faire, donc on n'a aussi aucun produit fourni. Si on a simplement ce signal input 1, on produit les intermédiaires ici, EF et GG. Et si on a les deux inputs, on produit l'output. Donc c'est une porte logique AND, parce que dans certaines conditions, les deux inputs produisent un output. Et on voit comment ça marche de façon quantitative. Il s'agit d'une expérience où l'on apporte soit aucun input, soit ou l'un ou l'autre, rien. Si on en apporte les deux, on a une réponse non linéaire extrêmement rapide. Et donc ici, c'est dans ce processus-là qu'il y a donc la computation du système qui, par les processus d'apparemment, fonctionne comme une porte logique AND. Alors on peut développer des portes plus intéressantes, comme des portes bascules, qui permettent une réaction réversible qui échange d'activité entre un input et un output. Et donc, en associant différentes portes logiques à bascule comme celle-là, on peut former des portes booléennes logiques plus complexes, comme on va le voir bientôt. Et donc, on peut représenter ces portes logiques de cette façon-là. On a ici l'input, ici l'output, et ainsi le combustible. Le combustible, le fuel, c'est finalement ces brins d'ADN qui servent au calcul que l'on a vu détaillé précédemment, qui permettent ces appariements. Ils sont présents en quantité suffisante pour que les calculs et les changements de brins, ce déplacement de brins se produisent et qui permettent de produire l'output. Alors, il y a trois fonctions essentielles qui peuvent être construites avec cela. La première, c'est la porte bascule, qui est un processus lent, en tout cas designé pour être lent, où à partir d'un input, ici orange et vert, il va se lier à la porte et former un output. C'est une représentation symbolique, évidemment. Libérer l'output, qui est donc le produit de la réaction, et qui est quelque chose de réversible. Le processus peut aller dans les deux sens. Et ici, voilà le type d'appariement qui se produisent. Mais un autre type de porte logique, c'est un processus qui crée un seuillage et qui peut donc amplifier un signal. C'est une réaction qui est très rapide et qui produit en fait une impasse, c'est-à-dire qu'il va y avoir un appariement très rapide de l'input avec cela qui permet de produire cette structure qui apparaît, donc il n'y a pas d'output produit, et là, ça c'est un produit un rebut, c'est-à-dire qui n'a pas de fonction parce que ce n'est pas un signal pour autre chose. Donc là, c'est une réaction rapide, et ça, c'est une réaction lente. Et donc on va voir tout à l'heure comment on peut utiliser ça pour créer des choses intéressantes. Et la troisième fonction essentielle, c'est un reporter d'activité, c'est-à-dire on va utiliser ici, on va produire quelque chose qui est fluorescent et qu'on va pouvoir quantifier pour dire mon output est produit à telle ou telle cinétique. Et donc ici, c'est simplement qu'il y a un produit de fluorescence qui est quenché dans cette structure appariée, et dès lors qu'on a l'association de l'input, ce produit qui quench va être libéré, et donc on va libérer la fluorescence qui va apparaître. On va pouvoir donc quantifier en temps réel l'apparition ou la computation dans ce système. Alors cela permet de produire donc un effet de seuillage, de transformer ce qui est continu en un processus discontinu, comme on peut le voir ici. On voit ici donc le produit de la réaction dans lequel le seuil est élevé. Alors la hauteur du seuil, elle dépend simplement de la concentration de cette structure. Si l'on a une concentration faible, très rapidement on va saturer cette structure-là, de sorte que la réaction lente va pouvoir avoir lieu, on va produire l'output. Alors que si jamais on a une concentration beaucoup plus importante de cette structure-là, le seuil de saturation va être relevé. Donc finalement, le seuillage, il est défini par la concentration de cette molécule-là. Donc on peut très simplement créer une porte avec un seuil plus ou moins important et qui permet donc de transformer le processus, l'input, la relation input-output. Donc là, à gauche, on voit la relation
de la production de l'output en fonction du temps, en fonction du seuil, hein, c'est ce que je viens d'expliquer. Et maintenant, le rapport entre l'output et l'input à un seuil défini, je ne sais pas, en l'occurrence, on a une production discontinue, donc qui permet d'amplifier un signal. Alors, effectivement, on produit donc ici des portes d'amplification, où à partir d'un input, on peut produire différents outputs en fonction d'un seuil qui va être défini, qui défend la composition chimique du système. On peut produire d'autres portes qui vont intégrer le signal, c'est-à-dire différents inputs vont de façon stéchiométrique produire un output. Donc l'output va être la somme des inputs selon certaines conditions. Et puis, et ça va être le point presque culminant ici, ça va être la construction d'une porte logique qui va être AND ou OR par l'association entre différentes portes. Une porte qui intègre le signal, différents signaux, différents inputs, une porte qui amplifie par un effet de seuillage et une porte qui va reporter une activité par la libération d'un produit de fluorescence que l'on peut mesurer. Et donc en mettant en série ces différentes réactions, définies comme je l'ai fait précédemment, eh bien on voit bien qu'en fonction de la valeur du seuil, la porte va être AND ou va être OR. Si le seuil est bas, l'un des deux inputs va être suffisant pour passer le seuil et donc on va avoir une fluorescence, l'output va être produit. Et c'est ce que l'on voit ici, où en fait, quand on utilise l'un ou l'autre, on a la production de l'output, encore mieux si on a les deux, bien sûr. Par contre, si le seuil est plus élevé, la porte va se transformer en porte AND, parce qu'il va falloir les deux inputs pour arriver à produire l'output, sinon l'un et les autres ne vont pas être suffisants pour passer le seuil. Donc le point important ici, c'est que par des constructions moléculaires assez simples et prévisibles, et qu'on peut donc prédire, on peut construire des portes logiques qui peuvent être AND, OR ou des choses plus élaborées. Et donc, on peut voir ça comme suivant d'où l'on vient, comme un exercice de style, comme une forme d'ingénierie savante. On peut se dire, qu'apprend-on sur les cellules ? Bon, peu importe les motivations des gens, je pense que je voulais prendre cet exemple pour montrer que déjà, de façon moléculaire, on peut faire des choses aussi savantes qu'avec une calculatrice rudimentaire, certes. Mais regardez ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont construit un réseau beaucoup plus compliqué sur le même principe que d'élaboration de ce que je viens de dire, qui calcule la valeur absolue de la racine carrée d'un nombre 4-bit binary number. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, les références sont données, vous pourrez regarder. Mais ce qui montre qu'en fait, qu'il y a donc un répertoire plus large d'opérations et qui montre qu'est-ce que c'est que cette machine universelle de Turing qu'on peut même implémenter donc, sur l'ADN. Donc, c'est bref un cas d'école pour illustrer que des processus beaucoup plus complexes peuvent en fait se produire dans une cellule par le truchement de toutes les molécules qui existent, l'ensemble des protéines, etc. Donc, c'était pour illustrer cette approche que j'ai choisi cela. Alors, maintenant que l'on a bien à l'esprit ces trois niveaux, computationnel, algorithmique et implémentationnel, j'aimerais maintenant leur montrer leur utilité pour revisiter un certain nombre de processus biologiques que l'on a pu voir, que l'on connaît, etc., et sous l'angle de ces trois niveaux d'analyse de David Marr. Alors, tout d'abord, on va commencer simple, savoir le métabolisme des bactéries. Donc là, il s'agit vraiment de l'opéron lactose de Jacob et Monod. Il s'agit ici d'une porte logique moléculaire, on peut le voir comme cela. Donc la question est de savoir si une bactérie doit produire ou non une enzyme pour digérer le lactose. Les deux sources d'input possibles, c'est d'un côté le lactose, de l'autre le glucose, sont-ils présents ? Et l'algorithme peut être représenté de façon simplifiée comme si le lactose est présent et que le glucose est absent, alors on doit produire l'enzyme qui permet de digérer le lactose ou alors on ne fait rien. Alors on peut se représenter cette chose rudimentaire comme sous cette forme-là où on a ici donc, la polymérase qui se lie au promoteur et en fonction des circonstances. Donc s'il y a du lactose, en fait le lactose se lie, donc, je vais représenter ici, donc en fait il y a un répresseur de transcription en rouge qui, lorsqu'il est présent, empêche la liaison de la polymérase. En présence de lactose, le lactose se lie au répresseur, et donc il ne va plus se lier à l'ADN, il va donc libérer la possibilité à la polymérase de se lier. Donc là, on peut le voir déjà comme quelque chose qui est une porte NOT, parce que c'est l'absence du répresseur LAC-I qui va permettre à la transcription de pouvoir éventuellement commencer. Mais il y a besoin d'un autre signal,
C'est un signal go qui va permettre au système de démarrer et qui dépend ou non de la présence de glucose. Si le glucose est absent, alors CRP, ce facteur, va pouvoir se lier à l'ADN, interagir avec la polymérase et permettre la transcription. Donc il y a aussi une opération AND, dans le sens où il faut à la fois la présence de lactose et l'absence de glucose pour que le système démarre. Donc là, c'est l'évolution qui a façonné ce système qui se formalise de cette façon-là pour permettre de ne pas démarrer la transcription dans les conditions insuffisantes. Parce qu'il faut bien comprendre que le système qu'une bactérie, enfin, l'environnement dans lequel une bactérie évolue, ce n'est pas un environnement uniforme. C'est un environnement dans lequel il y a des fluctuations, notamment de concentration de glucose et de lactose, et qu'il faut donc prendre une décision en fonction d'un certain... voilà, une décision, et cette décision, elle nécessite une espèce de prédiction, et cette prédiction, en fait, elle est... Je parlais tout à l'heure de Hopfield et de prédiction. La structure de l'opéron lactose, son règle de fonctionnement, l'algorithme que je décris, il a déjà internalisé la statistique d'un environnement auquel une bactérie est exposée. On ne change pas la concentration de façon arbitraire, elle se fait selon des règles qui sont les règles de l'environnement. Et donc, la capacité, notamment le fait de reposer sur une décision double, présence de lactose, absence de glucose, fait partie en fait, des règles logiques qui en fait, donnent cet outil prédictif à l'organisme pour prendre une bonne décision. Alors là, on le voit dans le cas évidemment très simple de ce système. Dans une bactérie, il y a à peu près presque 5000 gènes. Il y a de l'ordre de 300 facteurs de transcription. Chaque facteur de transcription, une forme de représentation internalisée d'un environnement. On voit ici un réseau où on voit quelques facteurs de transcription en noir. Ces facteurs de transcription, ici représentés par X, répondent à des stimulus extérieurs S pour réguler toute une série de gènes. Et donc, on peut voir chaque facteur de transcription et a fortiori la combinaison de ces facteurs de transcription comme des représentations internes de cet environnement que la cellule va exploiter pour en fait transcrire en output un certain nombre de la transcription de certains gènes qui lui permettent de survivre dans l'environnement où elle est. Alors, parlons maintenant de chimiotactisme. La chimiotactisme, c'est un bel exemple pour revoir comment ces trois niveaux d'analyse computationnelle, algorithmique et d'implémentation. Alors, quel est le niveau computationnel pour le chimiotactisme? Alors, on le voit d'une façon très générale. Ici, on a un lymphocyte ou un leucocyte, je ne sais pas exactement lequel, qui en fait pourchasse une bactérie, ce film classique de David Rogers, qu'on avait vu dans les cours sur la motilité cellulaire il y a quelques années. Ces cellules sont capables de détecter un stimulus dans l'environnement, donc de lire un gradient d'une molécule ou d'un ensemble de molécules. Elle va orienter sa motilité vers les parties hautes du gradient, ou alors même les parties basses du gradient s'il s'agit d'une molécule qui est toxique, ou une molécule qui n'est pas bonne pour l'organisme, la cellule, et qui permet de garder l'animal dans un environnement qui favorise en fait sa croissance et sa prolifération. Voilà. Alors, l'une des contraintes dans ce niveau computationnel, donc la fonction du système, c'est la taille de la cellule. Parce que le choix de l'algorithme est différent en fonction de cette donnée. Le niveau algorithmique, donc la stratégie utilisée, va effectivement dépendre comme dépendant du niveau computationnel, de la fonction, mais aussi des contraintes. Donc, par exemple, si la cellule est assez grosse, comme ce leucocyte, eh bien, il y a la possibilité de détecter un gradient de la molécule le long de l'axe de cette cellule, entre les parties avant et les parties arrière, et qui va induire une brisure de symétrie par une instabilité. Voilà. Mais ça, c'est que dans le cas de grosses cellules. Pour des cellules plus petites comme une bactérie, alors il n'y a pas de possibilité de détecter un gradient le long de la longueur, donc on va faire une comparaison non pas spatiale, mais temporelle. Et pour le niveau de l'implémentation, il va falloir un système de détection des molécules de l'environnement, un système d'amplification du signal et, dans certaines circonstances, comme pour les bactéries, un système d'adaptation associé à un système de mémoire. Voilà, c'est ça que j'aimerais revoir avec vous sous l'angle de ces niveaux d'analyse. Alors, pour le cas de cellules eucaryotes, on peut voir ici des cellules d'Ixtostellium qui sont attirées par de l'AMP cyclique qui est libéré par cette petite pipette et qui forme alors un gradient que j'ai représenté de façon
picturale hein, sous cette forme rouge, mais je ne sais pas exactement quelle est la forme du gradient. Toujours est-il que ces cellules, vous voyez, modifient leur trajectoire en direction de l'extrémité de la pipette où la concentration d'AMP cyclique est maximale. Donc là, on a une forme de chimiotactisme tout à fait remarquable. Et si l'on regarde maintenant le mécanisme par lequel la cellule reconnaît ce gradient, ben c'est comme je le disais, elle est assez grande, elle fait quelques dizaines de microns pour détecter une différence de concentration, même faible, entre les parties avant et arrière de la cellule. Voilà, donc il y a un système de détection par des récepteurs, une transition du signal qui permettent de faire apparaître ici une réponse, donc qui est une molécule, un lipide de la membrane, PIP3, qui se retrouve dans les parties hautes du gradient et qui est détecté ici par un senseur fluorescent par la GFP. Donc on peut voir ici l'accumulation dans la partie la plus antérieure de la cellule. Ici, en fait, on est dans un système où maintenant, on n'a pas une pipette, mais il y a une vague d'AMP cyclique qui provient de l'aspect collectif de ces cellules. Et on voit que la partie haute, donc à proximité de la plus haute valeur de l'AMP cyclique, il y a transitoirement en fait, un enrichissement de cette molécule. Donc il y a une brisure de symétrie avec une réponse mécanique, et le système, en fait, par feedback, amplifie et maintient cette polarisation. Alors, j'aimerais surtout revenir sur la question du chimiotactisme, parce que là, vraiment, c'est une machine merveilleuse dans laquelle on peut vraiment voir l'algorithme à l'œuvre dans le système. J'avais déjà parlé de chimiotactisme, mais là, j'aimerais le faire sous cet angle particulier de David Marr. Alors, les bactéries, donc, on sait depuis longtemps, les expériences ici de Daniel Koshland, dans les années 70, on voit comment, avec de l'aspartate, on peut attirer des bactéries. Et les bactéries, en fait, ont cette capacité de détecter sur des gradients, sur des grandes distances, hein, quelques centimètres. Si la bactérie qui fait à peu près 2 microns devait détecter le gradient, elle aurait besoin de détecter une différence de l'ordre de 10 puissance moins 4%, ce qui paraît improbable entre ces deux extrémités. Donc la cellule ne va pas utiliser la lecture d'un gradient spatial, elle va par contre sentir l'environnement, 2-3 secondes après, enfin elle le fait en permanence, et elle a un moyen que l'on va voir de comparer la valeur instantanée de l'environnement et ce qu'il était il y a 2-3 secondes. Or, 2-3 secondes, c'est assez utile pour la bactérie parce que, pour mémoire, une bactérie va de l'ordre de 10 microns par seconde. Donc, en 2-3 secondes, elle parcourt une distance de l'ordre de 20-30 microns. Et 20-30 microns, c'est typiquement le genre de distance qui lui permet d'échapper en fait, à la concentration locale. C'est-à-dire que l'aspect, si jamais elle se déplaçait d'une distance qui correspondait globalement à la même concentration, elle serait toujours dans un endroit, elle ne pourrait pas détecter le gradient. Si en revanche elle allait trop loin, d'accord, elle perdrait l'information utile. Donc elle a besoin d'avoir juste la bonne distance pour savoir si jamais elle va dans la bonne pente du gradient. Parce que la bactérie, si jamais elle est à je sais pas, 10 micromolaires de glucose, ce qui l'intéresse, ce n'est pas est-ce que je suis à 10 micromolaires, mais c'est ce que je suis dans la descente du gradient à 10 micromolaires, dans la partie haute du ou dans un gradient qui monte. Et elle peut faire cette différence. Et c'est ce que l'on va voir. C'est l'algorithme qu'elle va mettre en place pour pouvoir répondre à cette tâche computationnelle, mesurer un gradient temporel. Ici, ce que j'ai lu, c'est qu'elle ne peut pas mesurer spatialement une différence. Donc le task, le niveau computationnel, c'est mesurer un gradient temporel. Comment mesurer un gradient temporel? L'évolution a trouvé une solution, et on va le voir. On va voir le niveau algorithmique. Alors, cela repose sur 3 fonctions. La sensibilité du système, hein, on va très rapidement rappeler les éléments essentiels pour s'attarder plus sur l'aspect adaptation et en dériver une conséquence sur la capacité de lire sur une très grande amplitude de signal. Alors, le système représenté ici est voyons tout d'abord le système sensoriel. Alors, le système sensoriel, on détecte des chémoattractants, représentés par ces molécules rouges, vertes et violettes, qui ont chacune un récepteur de couleur équivalente, et qui toutes vont utiliser un système de transduction du signal qui repose sur cette molécule Ka, qui est une kinase, qui va activer par phosphorylation KY. Donc on n'a pas beaucoup de molécules, hein. On va parler de cette molécule KY et qui l'active. Alors le point remarquable, c'est que cette molécule KYP, elle peut directement se lier au rotor du flagelle et donc, on va le voir tout à l'heure, biaiser son fonctionnement. Donc on a un système input-output
assez simple, où on a un ligand, un récepteur, deux transducteurs, on peut même dire, allez, que KY, on oublie qui est, et puis à partir de là, on a une réponse sous forme de l'output. Alors, le point important ici, c'est les règles logiques ici sous-jacentes dans ce système sensoriel, qui permettent de relier l'input et l'output. En gros, lorsque le ligand, glucose par exemple, est lié au récepteur, celui-ci est inactif. Ce qu'on voit ici, il est inactif. Et quand il est inactif, ça veut dire que rien ne va se passer au niveau du flagelle. Le flagelle va continuer à tourner en sens anti-horaire, counterclockwise, CCW. Et donc la bactérie, quand les flagelles tournent en sens anti-horaire, ils forment une espèce de faisceau, bundle, qui fait comme dans mes cours, j'avais montré ça, qui permet à la bactérie de continuer à avancer en ligne droite. C'est-à-dire, en gros, continue, bactérie, je suis sur le bon chemin. Si en revanche, il n'y a pas de ligand, le récepteur est activé, il va à ce moment-là induire un changement de rotation du flagelle, où tous les flagelles vont à ce moment-là non plus former un faisceau, mais se dissocier les uns des autres. La bactérie va s'arrêter pendant un temps transitoire avant de repartir dans une nouvelle direction au hasard. Donc cette configuration permet de continuer la route. Ceci permet de changer au hasard la nouvelle route. Et cette opération logique qui relie donc l'activité du récepteur qu'on va représenter mathématiquement comme A, l'activité en fonction de T, et la fonction à ce stade uniquement sensorielle du ligand. Est-ce que le ligand est présent? Est-ce que le ligand est absent? Alors en fait, ce système permet de sentir, mais il ne permet pas de détecter le gradient. Il faut ajouter un autre module, qui est le module d'adaptation, dont on va parler maintenant. Ce module d'adaptation, en fait, il repose sur une modification chimique du récepteur, qui est la méthylation, représentée par des M ici. Cette méthylation, elle est induite par deux enzymes, enfin régulée par deux enzymes, qui A, une méthylase, et qui B, une déméthylase, qui va donc enlever les groupements méthyle. Alors, il y a deux choses importantes à voir. D'une part, c'est que le statut de méthylation du récepteur modifie son activité, indépendamment de la présence du ligand. Et la deuxième chose, c'est que l'activité du récepteur, c'est-à-dire la présence du ligand, modifie le statut de la méthylation. Donc voyons les choses pas à pas. Tout d'abord, on va modifier la fonction d'activité. On va dire que ce n'est pas simplement une fonction du ligand, comme on l'a vu jusqu'à présent, c'est aussi une fonction du statut de méthylation du récepteur M de T. Et donc on a deux variables de régulation de l'activité, c'est le ligand et l'état de méthylation du récepteur. Et la chose importante, c'est que comme on a vu tout à l'heure que la présence du ligand inactive le récepteur, maintenant je dis que la méthylation active le récepteur en activant l'autophosphorylation de la kinase KIA. Donc en fait, on a des fonctions antagonistes de la méthylation et du ligand. Et le point très important, comme on va le voir maintenant, c'est que les constantes de temps sont différentes. Et c'est ça qui va permettre au système de comparer ce qui se passe maintenant en lisant L et ce qui s'est passé il y a 2-3 secondes, qui est la méthylation. Donc d'une façon formelle, la bactérie a mis en place un algorithme qui lui donne une mémoire à court terme. Par à court terme, j'entends 2-3 secondes, pour comparer le présent et ce qui s'est passé donc il y a 2-3 secondes, et donc par ce biais-là, de lire le gradient de concentration temporelle. Pourquoi? C'est parce que la méthylation et la déméthylation, elle est sur une constante de temps de l'ordre de quelques secondes. Donc elle renseigne l'état de méthylation des récepteurs à l'instant T, il renseigne sur l'état dans lequel était le système il y a quelques secondes, et non pas dans la situation instantanée. Alors que la liaison du ligand au récepteur induit un changement d'activité en quelques dizaines de millisecondes, donc d'une façon extrêmement rapide, quasi instantanée. Donc finalement, on a l'activité qui dépend de deux variables qui ont des constantes de temps différentes, le ligand qui va inhiber le récepteur et la méthylation qui va l'activer. Voilà. Et donc, en comparant l'état de méthylation du récepteur et l'état de liaison du ligand, et cette fonction-là, le récepteur a donc un moyen de comparer deux points de temps et donc d'en déduire comment le gradient évolue. Alors, de façon plus précise, et en s'appuyant sur ce que je viens de dire, donc la méthylation est en fait modifiée par l'activité du récepteur. C'est le fait que la méthylation, alors la méthylation, elle est induite par l'enzyme KIAR, si elle est représentée ici, donc là on a cette enzyme, et donc la déméthylase, KIB, qui agit d'une façon qui est activée par le ligand. Le ligand va activer l'activité de méthylation.
Donc voyons deux cas de figure. En l'absence de ligand, le récepteur est activé, comme on l'a vu tout à l'heure. KIA est active. Et donc KIBI, qui est induite par KIA, est aussi active, comme déméthylase. Et donc, cela va induire donc une désactivation du récepteur, qui va tomber dans cet état-là. La réponse est amortie, l'activité va décroître. D'accord ? Donc au début, on a présence de ligand, il va y avoir un resetting qui va du fait de cette désactivation du récepteur en raison de la méthylation. Inversement, quand le ligand est là, le récepteur est inactif, comme on l'a vu tout à l'heure, donc KIBI ne va plus être activé, l'activité de déméthylation n'est plus présente, donc la méthylation du récepteur va se produire, et donc le récepteur, par ce biais-là, va devenir actif. Mais encore une fois, une constante de temps plus lente, et donc l'activité va augmenter. Donc dans les deux cas, on voit qu'on a un resetting. Sans le ligand, on va avoir une activité qui va décroître, alors qu'au début, elle était on, et inversement, lorsque le ligand est présent. Et donc ce resetting, c'est ça ce qui permet véritablement l'adaptation. Voyons l'application en termes donc, de l'algorithme qui permet de faire cette comparaison de temps. C'est ce qu'on appelle en engineering un integral feedback, c'est-à-dire qu'il y a comme un état de référence A étoile représenté ici, qui correspond à l'état de méthylation du récepteur moyen, qui dépend en fait des propriétés intrinsèques de la méthylase et de la déméthylase, qui fixe une activité de référence qui correspond en gros à la nage moyenne d'une bactérie. Et ce qui se passe, c'est qu'à tout moment, le système peut comparer l'activité réelle du récepteur, fonction de L et de M, donc du ligand et de la méthylation, et cette valeur de référence, et en intégrant au cours du temps, elle le transforme en activité de facto de méthylation. Voyons pourquoi. Si l'activité de AT est trop élevée, il va y avoir une diminution de la méthylation, comme je viens de le voir, et inversement, si l'activité est trop haute et trop basse, il va y avoir une augmentation de la méthylation. Donc mathématiquement, on a exactement ce que j'ai écrit ici, c'est que la variation de la méthylation, elle dépend de l'activité, moyennant ces deux paramètres de l'activité de KIA et de KIBI. Et donc en intégrant, on voit bien qu'on a vraiment la fonction d'un integral feedback. Voilà, donc finalement, on voit bien par cette représentation des choses qui vient directement des fonctions de ces molécules, la fonction à tout moment de l'activité, l'activité dépend de la lecture d'une valeur instantanée du ligand et d'une valeur qui vient en fait d'une intégration du passé par cette variable lente qui est la méthylation, qui permet de renseigner sur l'état précédent. Et donc la bactérie va pouvoir savoir par ce biais-là si jamais elle est dans un état de remontée du gradient ou de descente du gradient. Et voilà donc la solution algorithmique que le système a trouvée pour trouver une solution au problème computationnel, mesurer dans le temps la variation de la concentration du ligand et savoir si je remonte ou je descends le gradient. Et c'est par ce biais-là que la bactérie va pouvoir survivre. Alors cette propriété d'adaptation, elle a une autre fonction, c'est qu'elle permet de faire un resetting, et elle permet donc à la bactérie de pouvoir remonter un gradient sur plusieurs ordres de grandeur. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mesurer une faible pente, mais le gradient il peut être très très haut, et donc il va falloir faire un reset de tous les paramètres pour pouvoir continuer à détecter. Cette adaptation, c'est vrai de tous les systèmes sensoriels, la lumière, et si tout d'un coup on éteint la lumière, il va falloir s'adapter au nouvel environnement de photons, et inversement. Donc ces propriétés d'adaptation, elle a une autre fonction, c'est qu'elle permet de trouver une solution à la détection sur une grande amplitude avec une grande sensibilité. Donc finalement, les trois problèmes computationnels qu'on avait, c'est avoir une grande sensibilité, avoir une propriété d'adaptation qui permet de détecter un gradient temporel, et aussi de pouvoir avoir une amplitude de détection sur des grands ordres de grandeur. Et bien voilà, je vous ai présenté en gros comment la bactérie a trouvé un système de façon très rapide qui permet de répondre à ces fonctions. Et on pourrait formaliser beaucoup plus loin cet algorithme, mais en fait, on peut le formaliser ainsi. On va complètement changer maintenant de cadre pour voir maintenant comment on peut utiliser cette grille d'analyse de David Marr pour étudier non pas des questions de détection, mais des questions finalement de patterning. Donc des choses que j'ai abordées sous d'autres angles, que j'aimerais maintenant vous proposer de voir sous le prisme de David Marr, au cours du développement embryonnaire et des questions de patterning. Patterning qui peuvent se voir comme le patterning d'un embryon, ici de drosophile, la structure d'un embryon de poisson-zèbre, les motifs de pigmentation, de plumage sur la peau d'un oiseau. Le laboratoire de Marie Manceau, au CIRB ici, travaille sur cette question-là,
ou alors les pigmentations sur la peau d'un mammifère, ici un zèbre. Donc on a cette diversité de structures, et comme on le sait, on peut expliquer par des principes physico-chimiques toute cette diversité de structures pigmentaires. J'aimerais simplement se dire, voilà, il y a toute une diversité de systèmes, et à chaque fois, si on se tient au niveau de l'implémentation, on dit, bah voilà, les mécanismes n'ont rien à voir. Et on voit souvent les biologistes, oui, mais est-ce que le mécanisme est conservé? Qu'est-ce que ça veut dire, la conservation même d'un mécanisme? Si on est au niveau de l'implémentation, c'est la conservation des molécules. C'est presque anecdotique, finalement. Si on devait refaire l'évolution, les mêmes molécules n'auraient pas forcément le même rôle, ou même les mêmes molécules n'existeraient même pas du tout. Par contre, on peut défendre l'idée qu'à rejouer le jeu de l'évolution, le même type de solution vue non pas sous l'angle de leur implémentation, mais de l'algorithme, reviennent, se reproduisent. Puis il y a une forme de nécessité logique pour faire, par exemple, integral feedback. Il n'y a pas 36 000 solutions pour le faire. En tout cas, il y a un fonctionnement logique qui peut se mathématiser et que j'ai représenté de façon rapide tout à l'heure pour les chimiotactistes. Donc la notion même de conservation de mécanismes, si on reste dans le niveau de l'implémentation, c'est la conservation des molécules, je dirais que ce n'est pas important. C'est très important si on veut après étudier les mécanismes chez l'homme peut-être et donc pouvoir trouver des applications thérapeutiques. Mais d'un point de vue formel, ce qui intéresse quelqu'un comme moi qui s'intéresse aux questions formelles de compréhension d'un système vivant, ce n'est pas la conservation des molécules qui importe, j'insiste, c'est la conservation de la logique du système, à laquelle, d'abord, qu'on doit reconnaître comme une possibilité, et qu'après, on doit découvrir. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu de cette relecture des choses. Et je ne sais pas combien de biologistes il y a dans la salle, mais en tout cas, ceux qui écouteront ou qui écouteront en ligne, je les exhorte finalement à ne plus dire que ce qui compte, c'est la conservation du mécanisme moléculaire. Ce qui compte, c'est la conservation de la logique du système. Voilà. J'insiste lourdement parce que j'ai beaucoup eu à combattre ce type de discours et j'en ai aujourd'hui la possibilité. Et j'en profite. Alors, parlons donc de patterning. Là, on va revoir des choses. C'est la grille d'analyse qui est différente. Le concept de morphogène, par exemple. Le concept de morphogène, comment peut-on le redécrire du point de vue computationnel de David Marr? En fait, il s'agit de définir, de discrétiser un champ, voilà, de définir des domaines différents avec des frontières bien définies dans un ensemble de cellules. Voilà. Problème simple, apparemment, c'est ce qui permet de distinguer ce qui sera la tête, le tronc, l'abdomen, etc. Quel est le niveau, l'algorithme? Comment trouver des solutions ou une solution? Alors, il s'agit aussi de se situer au niveau le plus abstrait, c'est-à-dire le plus formel, pour ne pas tomber dans les spécificités de l'implémentation. Donc c'est ça le travail important du niveau algorithmique, c'est de trouver le bon niveau de description, et ce n'est pas si simple en fait. De même que bien définir le niveau fonctionnel, le niveau computationnel, il faut beaucoup réfléchir sur le système pour savoir comment le formaliser. D'accord ? Donc alors par exemple, on va produire un gradient spatial d'une variable continue, qui peut être une molécule, c'est le plus simple, on est quand même dans l'espace des molécules, lire cette molécule et être capable d'induire une réponse non linéaire pour produire des frontières spatiales bien définies. Voilà, donc on a donc deux tasks, produire une variable continue qui va former un gradient et être capable de le décoder pour produire une réponse discontinue. Et le troisième niveau, c'est le niveau de l'implémentation. Alors évidemment, on peut utiliser les gradients chimiques. Finalement, une petite aparté, Louis Wolpert, dans son article de 1969, où il définit le concept d'information de position, à certains égards, c'était avant David Marr, mais il définit aussi un niveau abstrait d'information de position comme un concept, comme un niveau computationnel qui se prête après à un traitement algorithmique. Alors l'implémentation, voilà, c'est ça, on peut utiliser des molécules des processus de diffusion, de transport, le processus de dégradation, etc. Et puis pour avoir une réponse linéaire, on va utiliser des processus coopératifs dans des réseaux d'interaction moléculaire. Enfin bon, tout cela, on le connaît bien comme biologiste, on n'a pas besoin de trop s'appesantir. Mais vous voyez comment, si on modifie une propriété ou on ajoute une contrainte au niveau computationnel, par exemple, est-ce que l'on veut que le système ait une propriété de ce qu'on appelle de scaling, c'est-à-dire que si jamais on agrandit le champ, est-ce que l'on va modifier la taille des différents domaines en proportion, scaling, ou est-ce qu'au contraire, si on forme une structure plus grande, on va garder les mêmes domaines dans leur même échelle de temps de spatiale absolue, mais alors que le système croît. Alors, pour le développement embryonnaire,
Ce n'est pas ce que l'on veut généralement. On veut que si l'organisme est plus grand, eh bien, les différentes proportions soient maintenues. Mais dans d'autres cas, ça ne va pas être le cas. Donc là, on est dans les propriétés de scaling. Au niveau algorithmique, il va falloir ajouter un algorithme spécial qui produit le scaling. Et là, par exemple, ça a été exploré par des gens comme Nama Barkay et d'autres personnes, trouver une solution computationnelle qui remplit cette fonction de scaling. Et par exemple, parce que on va le voir tout à l'heure, un gradient, il y a une longueur caractéristique si on est simplement gouverné par la diffusion et la dégradation, donc il n'y a pas de scaling. Si on veut le scaling, on veut que, par exemple, le coefficient de diffusion puisse être modifié par les propriétés de la taille du système. Donc si par exemple, le morphogène réprime une molécule qu'ils appellent ici formellement un expander en raison de sa fonction, et que celui-ci favorise la diffusion du morphogène, eh bien, ça produit un scaling. Pourquoi ? Imaginons qu'on a un certain gradient, tout d'un coup le système croît. Que va-t-il se passer ? Si jamais il n'y a pas de scaling du gradient, donc le gradient reste dans sa longueur caractéristique, comme l'expander est réprimé, l'expander va envahir un territoire plus grand transitoirement. Et comme il favorise la diffusion du morphogène, eh bien, cette augmentation du domaine d'expression de l'expander va favoriser la diffusion du morphogène, qui va donc aller plus loin et réprimer l'expander. Et donc le système va s'adapter de proche en proche. Donc ce système a les caractéristiques d'un système de scaling. La question de savoir, c'est est-ce qu'il existe véritablement, est-ce qu'on peut trouver une implémentation de ce mécanisme ? Il y a des propositions qui disent oui, d'autres qui diraient que ce n'est pas très convaincant. Mais en tout cas, une solution algorithmique peut être proposée de façon théorique avant même que son implémentation n'ait été vérifiée. Parfois, on a des mécanismes, c'est souvent comme ça que ça se passe, et on essaie d'accéder au niveau de la compréhension algorithmique une fois que l'on connaît les molécules, pour voir ce qu'on appelle leur fonction, mais en fait, c'est la logique qu'il s'agirait de caractériser. Alors, voyons donc dans différents systèmes, c'est extrêmement divers, ces concepts de morphogènes, on l'a vu abondamment, dans le tube neural chez les vertébrés, pour définir différents précurseurs de motoneurones, leur diversité, différents domaines, dans l'embryon drosophile, j'en ai parlé abondamment l'an dernier, ou alors dans l'aile de la drosophile, qui m'est chère, j'avais fait ma thèse sur cette question-là. Donc, le concept de morphogène, c'est simplement dire qu'il y a un gradient de diffusion d'une molécule qui est produite localement, qui va diffuser, qui va être dégradée selon une constante K, et on peut définir une longueur caractéristique qui dépend du rapport entre la diffusion et la dégradation, et puis d'un temps caractéristique également. Mais voilà, donc ça c'est... je ne rentre pas, mais on peut voir à certains égards ces processus de diffusion comme une espèce d'algorithme physique qui produit en fait ce type de propriété. Pour la réponse non linéaire, vous voyez, si on a une coopérativité entre les activateurs de transcription représentés ici en vert, qui peuvent interagir avec la polymérase en bleu, si l'on paramétrise donc la force de l'interaction entre les différents activateurs en vert W comme dépendant de l'énergie d'interaction entre ces deux molécules, et bien à ce moment-là, en variant le paramètre WAA, ce qui est fait ici, de 1 à 100, on voit que la réponse, donc l'amplitude de réponse du signal en fonction de la concentration normalisée de l'activateur A, en fait, est modifiée. Elle est de plus en plus raide. On peut représenter ici en normalisant différemment. Vous voyez, la réponse non linéaire va dépendre de la force de la coopérativité dans le système. Donc là, un système biologique qui va donc explorer au hasard des mutations l'espace des possibles, eh bien, il va trouver des solutions algorithmiques qui peuvent rendre plus ou moins non linéaire la réponse, permettre donc, in fine, à partir d'un gradient continu, d'avoir des réponses discrètes pour définir les domaines de réponse du système. Donc il y a tout un ensemble, cette définition algorithmique permet aussi de découvrir les variables de réglage du système, ces variables physico-chimiques qui sont celles qui gouvernent l'évolution du système. Alors on en voit différentes illustrations. L'embryon drosophile, j'avais parlé l'an dernier de ce gradient de bicoïde dont l'évolution temporelle du gradient montre qu'il a aussi une propriété de scaling, ici en renormalisant en fonction la longueur, ou alors ici la relation entre l'output et l'input, où on voit ici, donc qui est à peu près équivalent à ce que je montrais tout à l'heure, où l'on voit ici une réponse non linéaire qui montre l'effet de seuillage du système, donc qui vient des propriétés coopératives ou des facteurs de transcription sur le promoteur. Et puis ici, un autre exemple du morphogène dans l'aile. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais si ce n'est pour dire que vous voyez ici l'exemple concret d'une cible transcriptionnelle qui répond d'une façon assez abrupte par un effet de seuil, lequel peut être déplacé dans l'espace si l'on augmente, si l'on déforme le gradient en augmentant son amplitude et sa longueur
voilà, sa portée. Et à ce moment-là, on étend le domaine d'activation du récepteur. Et ici, c'est le formalisme que j'ai présenté avant de réaction-diffusion. Alors, on peut aussi penser à d'autres algorithmes. Hein. Comme on le sait, la segmentation des embryons ne se fait pas que selon le modèle du morphogène. Et à certains égards, pas simplement chez les vertébrés, mais aussi chez certains invertébrés, il y a le modèle du clock and wave front, hein, qui avait été formalisé par Cook et Zeeman en s'inspirant de la théorie des catastrophes, qui en fait essaie d'expliquer comment une réponse discontinue à partir de la variation continue d'un paramètre. Et ici, on a dans l'algorithme qui a été proposé. Alors, cet algorithme a été proposé par Cook et Zeeman sur la base de deux arguments. Le fait que si l'on utilisait un gradient à la Wolpert, étant donné le nombre de segments, il faudrait une capacité de lecture de la concentration sur des très très grandes distances qui rendrait peu plausible ce mécanisme. En tout cas, c'est un des arguments qu'ils ont dans leur introduction. Et donc, ils étaient en recherche d'un autre mécanisme qui reposerait sur d'autres propriétés. Donc, propriété était donc, le couplage entre une horloge, une clock, qui définit une variable donc, temporelle, qui se traduit en espace par le truchement de la croissance du système. Et si on y couple à ce moment-là un gradient sous forme d'une vague qui se déplace en fonction de la croissance du système, eh bien on peut définir une transition discontinue dans ce qui est à l'origine une variable continue. Donc c'est quelque chose dont j'avais parlé l'an dernier dans mon cours sur l'encodage, décodage du temps, mais je voudrais rappeler ici que ce qui s'est vraiment passé historiquement, c'est qu'on est passé de modèles de patterning très connus dans les années 70, 80, 90 qui utilisaient le concept de morphogène, et à la fin des années 90, expérimentalement, le laboratoire d'Olivier Pourquet et ses collègues ont démontré en fait un autre algorithme qui reposait sur... Alors l'algorithme était vraiment proposé par ces gens-là d'une façon moins formelle, hein, parce que ce n'est pas détaillé, il n'y a aucune équation dans l'article, hein, c'est vraiment une proposition formelle, mais il est rendu beaucoup plus explicite depuis, et qui caractérise l'implémentation. La clock, ça va être un oscillateur chimique. Il y a un molecular gradient de FGF et autres qui va instancier le wavefront. Et puis, il y a la variable de croissance qui est essentielle pour permettre au système d'implémenter spatialement ce qui est une propriété temporelle à l'origine. Donc ici, on peut voir ici que l'algorithme il convertit le temps en espace par le truchement de ces trois propriétés. On pourrait beaucoup plus élaborer quel est l'algorithme d'un oscillateur, etc. C'est des algorithmes emboîtés les uns dans les autres à certains égards. Continuons maintenant avec les patternings dans les cas tout à fait différents, qui sont les systèmes auto-organisés, qui viennent de loin de Turing, mais que Meinhardt a le plus popularisé, même si la communauté biologiste, c'est moins qu'on puisse dire, lui a pas réservé un accueil vibrant. Je pense précisément que c'est en vertu du fait que Meinhardt se situe à un niveau algorithmique, et que peut-être avait-il une vision très englobante ou universaliste de modèles qu'il proposait, alors qu'à l'autre côté, on avait des biologistes qui étaient dans le niveau de l'implémentation, qui refusaient de voir l'idée d'un modèle général, si ce n'est peut-être celui du gradient de morphogène de Wolpert. Et Wolpert lui-même n'a pas été bien reçu. Donc les gens qui ont proposé pour le développement des modèles algorithmiques n'ont pas été bien reçus à l'origine. Wolpert, c'est le cas, et Meinhardt de façon quasi contemporaine. Alors, si l'on regarde maintenant les instabilités de Turing ou Turing-like, comme je l'ai dit, là on va vraiment voir à l'œuvre justement ces trois niveaux de façon magnifique. Ça permet d'unifier les choses. Le niveau computationnel, ici, on veut générer des patterns, ok, mais ce que l'on ne veut pas, c'est qu'il y ait du scaling. Si l'animal est plus grand, il aura plus de plumes, mais il n'aura pas de plus grosses plumes ou des plumes espacées, de façon approximative. Et donc, on ne va pas définir de façon précise l'endroit, on définit la statistique de l'espacement entre les structures selon des règles locales. Et là, il y a un algorithme. Alors, j'avais beaucoup souligné dans mes cours à l'époque et depuis dans les revues qu'on a écrites, c'est l'idée qu'on peut unifier des choses qui n'ont apparemment rien à voir. Et rien à voir, c'est même du point de vue de leur instantiation, de leur implémentation. Le mécanisme formel, l'algorithme, je vais le montrer tout à l'heure, c'est vraiment l'idée d'excitation locale et d'inhibition non locale, ou dit autrement, de local positive feedback et de long range repression. Alors on peut retraduire ça en termes de déplétion d'un substrat, Meinhardt l'a très bien fait, ça revient au même, d'accord ? Ça sera instancié différemment, ça revient au même, donc on a presque deux algorithmes qui reviennent au même, mais je veux vraiment insister sur le fait que, dit comme cela, local positive feedback, long range repression,
Ça peut s'instancier dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la mécanique et dans le domaine même des réseaux de neurones. Et ça fait la même chose. L'implémentation va simplement être différente. C'est pour ça que je dis Turing-like. Turing, dans son introduction, parle des problèmes mécanochimiques. Il dit on va ignorer la mécanique parce que c'est trop compliqué. Parlons de la chimie. Mais à la limite, son cadre est beaucoup plus général vu qu'il est mathématique. Donc il s'est déjà placé à un niveau formel. Alors pour les instabilités chimiques, le cas le plus simple, celui que développe Turing, c'est celui d'un activateur qui s'auto-active, d'un inhibiteur. En réalité, il existe plein de mécanismes de réaction-diffusion avec 2, 3 nœuds, enfin beaucoup plus. Mais le point, c'est qu'ici, on a comme saisi une des propriétés fondamentales de ces systèmes, qui est qu'à partir du moment où le système a ses propriétés d'activation-inhibition, avec des diffusivités qui sont différentes pour l'activateur par rapport à l'inhibiteur, qui va avoir une plus grande diffusion, alors on va avoir certaines fluctuations qui vont être amplifiées et d'autres qui vont être éteintes. Et c'est à partir de là que l'on voit se produire la croissance de certaines fluctuations, extinction à distance et un spacing entre différentes structures, selon les variables justement d'activation et de répression et de diffusion, et donc l'espace de régulation est assez fin. Il y a beaucoup de paramètres. Enfin, il n'y a pas beaucoup de paramètres, mais ça donne naissance à toute une diversité de comportements. Alors, ça a été proposé donc formellement, comme vous le savez, il y a longtemps, d'abord Turing, puis Meinhardt. Dans l'écologie aussi, ça a été proposé à peu près dans les mêmes années, mais on a trouvé une instantiation de ces mécanismes dans différents systèmes. Par exemple, le laboratoire de Jeremy Green a montré que je ne sais pas comment ça s'appelle, mais dans le palais de la souris, il y a des espèces de sillons de condensation de cellules qui en fait apparaissent au cours du temps avec un effacement caractéristique qui s'explique très bien par un mécanisme de Turing où FGF serait l'activateur et Sonic Hatcher l'inhibiteur. Alors on a rarement des systèmes où on caractérise tout, c'est-à-dire les diffusions, les constantes d'activation-inhibition, donc on ne peut pas les mesurer. Mais en tout cas, phénoménologiquement, en modifiant les paramètres du système, on voit bien comment ils fonctionnent comme des modèles de Turing, en tout cas de façon compatible. Peut-être un des meilleurs exemples au sens où là, il y a un modèle qui a été bien développé et qui récapitule tout un ensemble de données moléculaires et génétiques, c'est le travail de James Sharp à Barcelone qui a montré que la formation des doigts dans le membre chez la souris peut s'expliquer par un modèle de Turing. Alors plus compliqué que celui-ci, vu qu'on a 3 composants avec auto-répression, auto-activation. Ce n'est pas du tout intuitif de voir que ça donne un motif de Turing, mais les simulations le montrent bien. Et puis, comme on le verra dans d'autres cours, il y a moyen de lire ces schémas d'une façon qui permet d'accéder à une forme d'intuition sur leur fonctionnement. Alors là, c'était dans la chimie. Finalement, on a des motifs de Turing, ça marche bien, il y a d'autres exemples, mais on peut reproduire le même algorithme en utilisant un processus essentiellement mécanique. Alors là, je cite différents exemples où on a local positive feedback en rouge et répression en bleu. Alors par exemple, imaginons un écoulement actif dépendant de la contraction d'un réseau par exemple d'actomyosine, j'en avais parlé dans mes cours il y a un certain nombre d'années, eh bien on a un écoulement qui va s'auto-entretenir par le phénomène d'accumulation d'entretien du gradient par le phénomène de contraction. Mais l'existence de friction par exemple, dans l'environnement va jouer comme en fait, un frein qui va réprimer en fait, ce processus-là. Et on peut à partir de là trouver des conditions qui génèrent des motifs. Un bon exemple où cela a été montré expérimentalement avec Idori, c'est un article avec Edouard Anezo et Shigeo Hayashi au Japon qui avait montré que certaines accumulations d'actine dans une structure chez la drosophile, l'espacement en fait, pouvait assez bien s'expliquer par un modèle Turing-like reposant sur ce principe-là. On a d'autres exemples, par exemple la condensation de cellules mésenchymateuses sur un substrat viscoélastique peut s'expliquer selon le même formalisme, c'est-à-dire de contractilité cellulaire sur le substrat et de résistance élastique du substrat qui va jouer le rôle d'une répression en fait, de ce processus d'auto-amplification. En gros, ça part du travail de Albert Harris dans les années début 80. C'est lui qui a découvert le PDMS. Il met les cellules mésenchymateuses sur un substrat viscoélastique et au bout de quelques heures, il voit qu'elles forment des agrégats dont l'espacement est caractéristique. Donc c'est un travail qui est en collaboration avec George Oster et James Murray. J'avais parlé de ce travail, mais qui montre en fait quelque chose qui est Turing-like, mais simplement selon des règles purement mécaniques. Et les travaux plus récents de Amy Shire à Rockefeller
Et Marie Manceau, ici, montre que l'on peut utiliser ce formalisme pour expliquer l'espacement des condensats de cellules mésenchymateuses pour former les bourgeons des plumes dans la peau du poulet. Donc ici, quelque chose qui repose sur le même formalisme, mais ce ne sont pas des espèces chimiques qui font l'auto-activation et la répression, mais des processus purement mécaniques. Et enfin, le travail du laboratoire en collaboration entre Jérôme Gros à l'Institut Pasteur et Francis Corson à l'ENS physique, qui ont montré que finalement, le patterning même de l'épiblast, c'est-à-dire l'embryon précoce du poulet ou de la caille, peut s'expliquer selon en fait, un patterning purement mécanique qui repose sur une contractilité qui vient de l'accumulation de myosine 2 dans cette partie postérieure de l'embryon, qui va donc induire un certain nombre de déformations dans le tissu, et la résistance du tissu, donc la tension qui en émerge, va à la fois réprimer la contractilité et surtout réguler la transcription d'un gène qui est en output, qui est GDF1, dont on voit ici la transcription. Donc je vous renvoie à leur article, il est cité dans notre review ici, et puis j'avais parlé de ce système dans d'autres cours. Mais montre ici que l'on peut faire du patterning à différentes échelles, l'échelle de quelques cellules ou d'un embryon entier, en reposant sur un algorithme d'instabilité locale et de répression à distance, qui est sa transposition dans le domaine de la mécanique de ce qui se voit pour la chimie. J'aimerais finir avec donc, ce modèle de patterning qui est purement réseau de neurones. Le livre de Meinhardt, The Algorithmic Beauty of Seashells, vous voyez le titre, hein, il a choisi le mot Algorithmic Beauty of Seashells. C'est ce que j'essaie de transmettre, simplement pas Seashells, mais toute la beauté du vivant peut se voir selon ce prisme-là. Quand on regarde des coquillages, on regarde ici un papier avec le temps. Ici, on est en arrière dans le temps, ici, c'est contemporain. Et donc, quand on regarde un coquillage, ici, on voit une inactivité, donc il n'y a pas de pigment. Puis autrefois, il y avait un peu de pigment pendant un certain temps. Puis avant encore, il n'y avait pas de pigment, etc. Donc ici, on a comme des pulses temporels d'activité, tous synchrones à un instant donné, parce que toutes les cellules ont la même activité. D'autres coquillages qui vont avoir des stries orthogonales, elles, au contraire, au cours du temps, par le passé, elles ont toujours une pigmentation. Mais par contre, à un instant donné, il y a une variation spatiale, c'est-à-dire qu'il y a certaines cellules qui sont pigmentées et d'autres qui ne le sont pas. Alors on peut modifier les paramètres chimiques, c'est ce que fait par ces équations qu'il décrit dans son livre, auquel je vous renvoie, comment on peut passer d'un système à un autre en modifiant des paramètres chimiques, etc. Donc ça peut parfaitement s'expliquer dans un formalisme purement chimique. Donc ici, les équations qu'écrit Meinhardt sont des équations qui présupposent un mode d'implémentation chimique. Ce qui a été découvert par les gens dès les années 80 et plus récemment, c'est qu'en fait, c'est réalisé par un réseau de neurones, qui est quand même assez curieux, mais c'est ce qui a été déjà proposé en 1986 par une collaboration, Hermantraut et puis Oster, qui avait montré en tout cas, proposer un mécanisme alternatif sur la base de l'activité neuronale, d'accord, auquel je vous renvoie. Et plus précisément, si l'on regarde une coupe du coquillage, ici, on a donc la coquille en jaune, d'accord. On a les cellules sécrétrices qui modifient donc la pigmentation, enfin qui apportent la pigmentation à la coquille, et c'est leur activité qui est déterminée par un réseau de neurones, lequel lie l'activité passée. L'histologie du processus n'est pas très très bien définie, mais il y a quand même toute une biologie qui documente ce type de processus. Et là, ils avaient montré comment on peut utiliser ce type de données pour expliquer la formation de différents motifs de pigmentation. Voilà. Donc finalement, ce que font des réseaux de neurones en interaction, c'est qu'ils peuvent effectivement produire une excitation locale et une inhibition à distance. Il y a d'autres exemples. Par exemple, mon collègue Hervé Rouault au Centre de physique théorique à Marseille avait montré pendant son postdoc comment un réseau de neurones chez la drosophile permet en fait de représenter les modifications d'orientation de données extérieures par ce qu'on appelle un ring attractor. Donc en fait, on a un anneau de réseau de neurones dont l'activité, mesurée par des pulses du calcium, en fait se déplace selon une vitesse angulaire qui correspond en fait à des déplacements de signaux externes. Et en fait, ces activités de réseau de neurones qui se déplacent, ce sont en fait des instabilités locales qui sont elles-mêmes régulées par des variables de l'environnement. Donc vraiment, on peut expliquer cette stabilité existe dans les réseaux de neurones. Voilà. Donc on arrive au terme de ce cours. Je pense que j'ai été assez clair sur d'abord sur la pertinence, j'espère, d'avoir un regard sur l'information biologique qui s'intéresse à la logique formelle de ces systèmes
et qui répondent en même temps à la question de la fonction, du sens de ces systèmes biologiques. J'ai défendu la pertinence de l'approche de David Mark, dont la visée était les neurosciences et plus particulièrement la vision, comme cadre conceptuel pour aborder n'importe quel système biologique. Et les exemples multiples que j'ai utilisés aujourd'hui, de la bactérie, son métabolisme, jusqu'au chimotactisme, comme les patterning chez les vertébrés, montrent comment on peut définir, et on doit définir le niveau computationnel d'un point de vue abstrait, quelle est son essence, le niveau algorithmique par lequel on va mettre en place les règles logiques de ce système, et les multiples implémentations qui existent. La défense de cette approche, c'est qu'elle apporte une unité, non pas au niveau des molécules, de l'instanciation, mais au niveau des propriétés logiques du système, des propriétés algorithmiques. Et en même temps, j'ai souligné, dans certains cas, combien il existait différents algorithmes qui pouvaient être utilisés, qui dépendaient des processus d'instanciation, comme des contraintes que l'on donnait au niveau computationnel. Et voilà, et donc je pense que par là, j'ai au moins répondu à cet appel que j'ai formulé au début de la nécessité de répondre en termes d'information, pas simplement de la communication, comme on l'a vu l'an dernier, mais du sens contextuel des choses, ainsi que de la logique propre au système biologique. Et je finis par 2 citations qui me sont chères. Comme je dis parfois en français, je ne suis pas biologiste, je suis biologicien, parce que je suis intéressé je suis intéressé par la logique de ces systèmes, leur caractère formel. Donc c'est ce que j'ai voulu dire ici, et cela, ça me fait rappeler 2 citations que vous êtes en train de lire. Celle de Poincaré, le savant doit ordonner. On fait la science avec des faits comme une maison avec des pierres, mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. Accéder au niveau algorithmique, c'est justement accéder à ce niveau d'ordonnancement des données disparates et complexes du vivant. Et à propos de diversité et de complexité, me vient cette citation de Jean Perrin, que j'ai déjà citée et que je n'ai pas fini de citer parce qu'elle est si importante. La science remplace du visible compliqué par de l'invisible simple. Cet invisible simple, c'est justement ce niveau abstrait de l'algorithme des systèmes biologiques, algorithme au pluriel. Voilà, donc j'en ai fini avec ce cours d'introduction et j'annonce la suite des choses. Donc la suite des choses, c'est 4 autres cours qui... alors cette année, je fais 5 cours parce que je me suis rendu compte que je faisais des cours plus longs et du coup, je ne veux pas non plus faire un cours de plus. Donc voilà, je continue. Alors, je vais aborder la semaine prochaine un sujet qui émerge en grande partie de questions qui ont été soulevées dans mes cours l'an dernier. C'est le lien important entre complexité et information. Voilà, on abordera ça. C'est un sujet qui me paraissait vraiment important à aborder, qui aura un lien explicite avec les cours de l'an dernier, que je rappellerai, pour ceux qui ne les auraient pas vus. Puis après, j'aborderai, à la suite de cette présentation aujourd'hui, vraiment 2 façons différentes, mais complémentaires, je pense, d'aborder la logique des systèmes vivants, des réseaux d'interaction dans une cellule, en insistant d'abord plus sur la logique propre de ces systèmes, comment on peut l'aborder, puis ensuite sur la dynamique et comment se représenter la dynamique d'une façon formelle. Et puis, en dernier cours, qui sera aussi un cours qui clora ces 2 années de cours sur l'information, je parlerai de nouveau d'apprentissage. L'an dernier, j'avais déjà parlé d'apprentissage et de mémoire, mais là, j'aimerais le faire d'une façon différente, qui permette notamment de défendre l'idée, peut-on parler d'apprentissage dans des systèmes où ce n'est pas classiquement fait, notamment au cours du développement d'un système. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie. Il y aura aussi le 26 juin un colloque, Information Flow and Computation in Living Systems, tout à fait dans le programme du cours, et le contenu les intervenants vous sera détaillé ultérieurement, très bientôt, peut-être au cours prochain. En tout cas, je vous y attendrai également. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à bientôt.